Choix 98.1 Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Nikola Tesla a déjà dit. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédant son existence. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Bon vendredi, un beau congé de 3 ou 4 jours qui s'amène. On est le 15 avril 2022, il est précisément 18h02. Christian Page est au bout de la pipe, comme l'autre il disait. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Bon congé de Pâques, cher ami. Est-ce que t'as prévu relaxer, te détendre? Pas du tout. J'ai plusieurs trucs qui sont en cours, fait que je vais essayer de m'avancer un peu là-dedans durant le congé de Pâques. Ah, voilà, et je constate que tu as une voix suave. Ouais, un petit peu enroué, mais bon, ça devrait aller. Ben oui, j'en doute pas une seconde. Ça la rend plus sexy. C'est toi qui le dis, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Si je te le dis, ça va paraître un peu bizarre. Ouais. Ce soir, on parle des fameuses reliques saintes. On aura l'occasion de parler de ton nouveau bébé à la recherche des reliques saintes, 12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chasseur de vérité. Donc, ce sera le sujet de la soirée. Mais sinon, peut-être qu'on pourrait commencer par l'actualité de la semaine. On commence par le Titanic. Ben oui, écoute, ça fait 110 ans aujourd'hui. En fait, le Titanic a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et donc, cette année, on marque le 110e anniversaire du naufrage du Titanic. Et à chaque fois où on parle du Titanic, je l'ai encore vu passer au cours hier et aujourd'hui, j'ai encore vu passer ce truc-là. C'est de toujours rappeler qu'il y a un auteur américain du nom de Morgan Robertson qui a publié en 1898 un roman qui s'appelait Futility et qui a été republié quelques années après sous le titre The Wreck of the Titan, d'ailleurs qui a été republié en 1912 après le naufrage du Titanic. Ça a donné comme une espèce d'inspiration à l'éditeur qui était Mansfield à New York pour ressortir le livre. Et évidemment, quand on lit cet ouvrage-là, il y a plusieurs éléments qui nous rappellent un peu le Titanic. Et j'en ai sorti quelques-uns, mais les gens ont tendance à pas faire le travail jusqu'au bout. Fait que je me suis dit, tiens, aussi bien de le rappeler. Donc, si on regarde les comparaisons, l'histoire du roman de Morgan Robertson, c'est l'histoire d'un navire, le plus gros, le plus luxueux de son temps, qui va sombrer lors d'une traversée dans l'Atlantique Nord. Il va sombrer en avril et le naufrage sera causé par une collision avec un iceberg. Et ça va faire des milliers de morts. Et bien sûr, à l'époque, on ne peut pas s'empêcher, même encore aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de faire une espèce d'extrapolation avec le Titanic. Et c'est vrai que dans le roman de Morgan Robertson, il y a des éléments qui sont très très proches du Titanic. Donc si on prend par exemple le navire dans le roman de Robertson, le navire s'appelle le Titan. Donc, tu comprends qu'on a le Titan et le Titanic, bien sûr. Il y a une correspondance ici qui est quand même surprenante. Dans le roman de Robertson, son navire, c'est un navire britannique. Il bat pavillon britannique. Et le Titanic, bien sûr, était un navire britannique aussi. Dans le roman de Robertson, son navire, il faut se rappeler que le roman a été publié en 1898. Donc, son navire a 240 mètres. Et 240 mètres pour l'époque, la fin du 19e siècle, il faut se rappeler que c'est vraiment une prouesse d'imaginer un navire de cette dimension-là. Or, le Titanic, en 1912, avait 269 mètres. C'est quand même 29 mètres de plus que le Titan, mais on est quand même à peu près dans les mêmes eaux. Le navire, le Titan pouvait, dans le roman de Robertson, il peut naviguer à une vitesse quand même
extraordinaire là, pour son époque, de 25 nœuds. Et le Titanic également pouvait naviguer jusqu'à 25 nœuds. Les deux navires vont sombrer dans l'Atlantique Nord. Le Titan va sombrer en avril. Robertson ne donne pas une date précise, alors que le Titanic, lui, va sombrer dans la nuit du 14 au 15 avril. Les deux vont frapper un iceberg et sombrer. Il y a une différence quand même parce que dans le cas du Titan, le navire se renverse sur le côté et c'est sa quille. En fait, il n'a pas de quille, un fond plat qui va finalement se déchirer sur le Titanic, alors que le Titanic qui va se déchirer sur l'iceberg, alors que le Titanic, lui, il a plutôt frappé le iceberg sous sa ligne de flottaison qui a déchiré sa carène sur à peu près 100 mètres de long. En fait, c'était pas une déchirure, c'est plutôt les rivets des différentes plaques de métal qui ont sauté parce qu'on sait maintenant que le point faible du Titanic, c'est que son acier, lorsqu'il était très très froid, ce qui était le cas lorsqu'il naviguait dans l'Atlantique Nord, les plaques de métal perdaient toute élasticité. Donc quand il a frappé le iceberg, au lieu que le métal se plie, comme par exemple une poque dans ta voiture, le métal s'est simplement déchiré. Il n'y avait aucune élasticité. Donc les deux vont frapper un iceberg, ils vont sombrer. Dans le cas du Titan, dans le roman de Robertson, le navire a 24 canots de sauvetage. Le Titanic en comptait 20. Les deux, évidemment, n'ont pas suffisamment de canots de sauvetage pour sauver tout l'équipage. Le Titanic faisait route de Southampton à New York, alors que dans le roman de Robertson, on nous dit que le navire est parti de New York. On nous donne pas clairement sa destination, mais comme Robertson insiste pour dire que son navire bat pavillon britannique, on suppose qu'il faisait une traversée New York-Angleterre, alors que le Titanic, c'était Angleterre-New York. Ensuite, les deux navires, autant dans le roman de Robertson que dans la vraie vie, le Titanic était réputé pour être insubmersible, tout comme le Titan du roman de Robertson. Les deux avaient une capacité de 3000 passagers. Dans le cas de Robertson, le navire est plein à craquer, alors que dans le cas du Titanic, on avait 2228 passagers, donc le navire était pas plein à pleine capacité, et les deux navires étaient propulsés par 3 hélices. Donc, évidemment, quand tu regardes ces correspondances-là, tu te dis, mais écoute, c'est extraordinaire. Le type doit avoir eu une espèce de clairvoyance au moment d'écrire son roman. Ce qui est pas tout à fait vrai. D'abord, il y a quand même des éléments qui sont assez distinctifs. Dans le roman de Robertson, on a seulement 13 survivants au navire, dont 3 vont sauter sur le iceberg. Ils vont survivre là pendant de longs mois. Ils vont même se battre avec un ours. Bon, ce qu'on n'a pas eu avec le Titanic. Et dans le cas du Titanic, c'est pas 13 survivants, mais 705 survivants qu'il y a eu. Dans le cas du Titanic, ça c'est une erreur qu'on rencontre souvent. On nous dit que dans les deux romans, les navires étaient à leur traversée inaugurale, ce qui est vrai pour le Titanic, mais qui n'est pas vrai dans le roman de Robertson. Robertson ne mentionne à aucun moment que le Titan en était à sa croisière inaugurale. Alors, est-ce qu'on doit croire à la clairvoyance? Pas du tout. Il faut savoir que Morgan Robertson était lui-même un ancien capitaine de bateau. Il avait navigué longuement sur les Grands Lacs. Il était originaire de New York et son père était lui-même un ancien marin, ancien capitaine de bateau. Donc, Morgan Robertson connaissait bien les problèmes de la navigation dans l'Atlantique Nord. Il savait le risque que représentait de naviguer dans l'Atlantique Nord au mois d'avril, parce que c'est la descente des glaciers, c'est la descente des icebergs. Donc, tout ça, c'est vrai qu'il y a une belle coïncidence, mais ce que raconte Robertson dans son roman n'est pas basé sur des éléments de clairvoyance, mais des éléments qui étaient acquis à peu près pour tous les marins, pour tous les capitaines de bateau. Il y avait des dangers et on les connaissait. Et on avait d'ailleurs soulevé bien avant le Titanic le fait que les navires ne cessaient de prendre de plus en plus de grandeur, ils devenaient de plus en plus imposants, mais la loi sur les navires de sauvetage, sur les canots de sauvetage, n'avait pas été changé. Donc, au départ, quand on avait des navires qui pouvaient transporter, par exemple, 1000 passagers, on exigeait qu'il y ait au moins 20 canots de sauvetage sur le bateau. Et puis ensuite, on est passé à des bateaux de 2000 à 2000 passagers avec toujours la même loi qui exigeait les 20 bateaux de sauvetage. Et ensuite, on est passé à des bateaux de 3000 personnes avec toujours la même loi qu'on n'a pas changée. Donc, tu comprends que les concepteurs du Titanic, se sont dit, puisque la loi nous oblige à avoir 20 canots de sauvetage, on va en mettre 20, pourquoi en mettre plus?
puisque le Titanic, de toute façon, est insubmersible. Donc, on voyait pas l'utilité de faire ça. Et ça, à plusieurs reprises, des capitaines de bateaux avaient constaté ce fait-là et se disaient, si mon bateau a une avarie ou un problème, je ne pourrai pas transporter tous mes passagers sur les canots de sauvetage. Donc, c'est un problème qui était bien connu de Morgan Robertson. C'est un élément qui se discutait entre les capitaines au fur et à mesure où on voyait que les bateaux devenaient de plus en plus gros. Et ensuite, pour tout le reste, l'idée de construire un navire avec une capacité de 3000 personnes, c'était vrai pour le Titanic, mais c'était également vrai à la fin du 19e siècle. C'était des projections que faisaient les grands constructeurs de bateaux, notamment comme ceux de la White Star Line, qui était le propriétaire du Titanic. Donc, tous les éléments de Morgan Robertson, c'est vrai qu'ils sont très proches du Titanic. Mais son seul coup de génie, en fait, c'est d'avoir baptisé son navire le Titan. Et ensuite, faut le dire, le roman est pas un très très bon roman, mais c'est vrai que cette correspondance avec le Titanic l'a rendu tellement populaire qu'on a republié et je crois qu'on continue de republier à nouveau ce roman sous le titre du Naufrage du Titan, qui originalement s'appelait Futilité. Donc absolument pas de la clairvoyance, mais simplement une bonne connaissance du milieu maritime à la fin du 19e siècle ont permis à Morgan Robertson d'écrire son roman. Quand même 1500 personnes qui sont décédées, 1520 personnes. Oui, absolument. Mais c'est assez étonnant de voir. Il y a eu plusieurs bévues. Puis il y a eu aussi plusieurs coups de malchance. Dans le cas, par exemple, du Titanic, lorsque le navire va entrer en collision avec l'iceberg, on est dans d'abord le capitaine qui aurait, on avait envoyé durant la soirée des messages disant qu'il y avait des icebergs, mais à un moment donné, le sandfiliste du Titanic avait tellement de messages à envoyer qu'à un moment donné, en cours de soirée, il y a un autre sandfiliste, donc les gens qui sont à la radio, d'un autre navire qui avait vu des icebergs, qui a envoyé un message au Titanic, et le sandfiliste du Titanic a répondu « Je n'ai pas le temps de prendre ton message pour l'instant, tu me rappelleras plus tard parce que là, j'envoie des télégrammes. » Et le plus tard, à l'époque, aujourd'hui, la loi oblige que le sandfiliste soit en service 24 heures sur 24 sur les navires, mais à l'époque du Titanic, on pouvait cesser le travail à minuit. Donc, le sandfiliste, voyant que le type du radio du Titanic était pas disponible pour prendre son message, à minuit, il est allé se coucher puis il a pas renvoyé le message. Donc, c'est un extraordinaire coup de malchance. Ensuite, c'était une mer excessivement plate. Donc, c'était vraiment comme une mare d'huile, alors que généralement, l'océan est un peu plus agité. Donc, les gens qui étaient sur le pont du Titanic et ceux qui étaient dans le nid de pie, donc cette espèce de panier qui était suspendu à un des mâts où se trouvaient donc les vigiles, on aurait dû entendre l'eau battre contre le iceberg, mais on n'a pas vu ça. C'était une nuit sans lune, donc il y avait aucune lumière qui aurait pu permettre de voir le Titanic, donc de voir l'iceberg. Donc toute une série d'éléments malchanceux qui ont fait que le Titanic a frappé l'iceberg. Et ensuite, le dernier coup de malchance, c'est qu'on est donné ordre d'essayer d'éviter le iceberg parce qu'on a cru que le navire pourrait passer à côté, mais ça a été un mauvais calcul. Le navire a abordé le iceberg de côté et s'il avait frappé de face, ça aurait créé d'énormes dommages, mais ça n'aurait pas permis d'envahir, que l'eau aurait pas pu envahir les 6 compartiments étanches du Titanic. Mais en ouvrant sur une longueur d'à peu près 100 mètres dans la carène du navire de côté, là évidemment les 6 compartiments se sont rapidement remplis. Puis ça a été le naufrage. Ça fait exactement 110 ans. Ouais, c'est ça, 110 ans aujourd'hui. Wow. Donc, on se levait, là, il y a 110 ans, jour pour jour. Les gens se levaient, là, un peu partout en Amérique du Nord, là, aux premières lueurs de l'aube, avec cette nouvelle qui était tombée durant la nuit. Le Titanic avait sombré. Je suis allé voir les coordonnées géographiques, là, puis c'est pas si proche que ça de la Terre, là. Non, on est quand même à plusieurs centaines de kilomètres de Terre-Neuve, tu sais, là. Et puis c'est ça. Donc, puis ensuite, il y avait un autre navire, le Californian, qui était pas très loin du Titanic. On a reproché au capitaine du Californian, de mémoire, c'était un type qui s'appelait Moore. On lui a reproché de ne pas être intervenu parce que lui, il était facilement à 1 heure du Titanic. Mais en réalité, l'enquête a démontré que même avec toute la bonne volonté du monde, Moore et le Californian n'auraient pas pu rejoindre le Titanic
puisqu'ils étaient séparés par une espèce de mer de glace. Donc, il aurait pas pu franchir cette mer de glace pour rejoindre le Titanic. Et c'est finalement à peu près 3 heures après le naufrage que le Carpathia est arrivé sur place pour sauver les survivants. Prochain sujet, mon cher Christian, on parle d'un objet interstellaire qui se serait écrasé sur Terre. Vraiment extraterrestre, puis plus qu'extraterrestre, c'est interstellaire. Écoute, je te ramène un peu quelques années en arrière. Rappelle-toi, en 2017, on en a même parlé à quelques reprises à l'émission de cet objet assez mystérieux qui a traversé notre système solaire qu'on avait baptisé Oumuamua. Donc c'était une espèce de grand rocher qui avait la forme d'un cigare et d'abord sa trajectoire montrait bien qu'il ne venait pas de notre système solaire, mais d'au-delà du système solaire, et sa trajectoire était un peu particulière. Lorsque l'objet s'est approché du Soleil, on se serait attendu si c'était une comète qui a une espèce de dégazage qui s'est pas produit. Sa vitesse d'accélération en tournant autour du Soleil a été altérée d'une manière assez surprenante. Mais c'est vrai que l'objet, on l'a observé au moment où il quittait notre système solaire. On l'a pas observé entrer, on l'a pas observé au moment où il contournait, où il a fait une espèce de parabole autour du Soleil avant de s'éloigner. Là. Quand on l'a repéré avec les télescopes, c'est un télescope qui se trouve à Hawaï qui a vu l'objet en question, d'où le nom Oumuamua, qui voulait dire le visiteur en hawaïen. Donc, à partir du moment où on voit l'objet, il est déjà en train de quitter notre système solaire. Mais à partir de calculs, les astrophysiciens ont pu calculer à quel moment il était entré dans le système solaire, quelle avait été son orbite, comment il avait contourné le Soleil avant de s'éloigner. Et en prenant ces calculs-là, on a émis toutes sortes d'hypothèses. C'est peut-être un astéroïde, c'est peut-être une comète. Et les plus audacieux ont proposé comme hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un objet d'origine extraterrestre, une espèce de sonde ou un vaisseau extraterrestre. Ça a été d'ailleurs une hypothèse qui avait été défendue par un astrophysicien, et pas le moindre. C'est le directeur du département d'astrophysique de l'université Harvard, le docteur Avi Loeb, qui avait Abraham Avi Loeb. Avi, c'est son petit surnom. Je dis ça de même comme si je le connaissais, puis c'est mon grand chum, tu sais. Là. Ouais. Donc, lui a proposé cette hypothèse que, en refaisant tous les calculs, que l'objet en question était peut-être un objet d'origine extraterrestre. Il a d'ailleurs publié un ouvrage à ce sujet-là, qui s'intitule « À la recherche de la première forme de vie extraterrestre », premier signe extraterrestre, un ouvrage qui a été publié il y a 2 ans en français. Et donc, il défend cette hypothèse que l'objet en question pouvait être un objet ou un artefact d'origine extraterrestre artificielle. Et à ce moment-là, lorsque l'histoire est sortie, évidemment, peu de scientifiques sont allés dans ce sens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le grand consensus, ça veut pas dire, le consensus, c'est le consensus, ça veut pas dire qu'il faut y adhérer, là, mais disons que la majorité des astrophysiciens sont plutôt d'avis que l'objet en question, Oumuamua, devait être un simple rocher, un astéroïde qui venait d'un autre système solaire. Même si certains individus, dont notamment Avi Loeb, continuent de défendre, mais il faut s'entendre, ils ne continuent pas de défendre de manière farouche, là. On s'entend, ils continuent d'émettre l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un engin extraterrestre, et jusqu'à preuve du contraire, pour lui, c'est une hypothèse qui est sur la table et qui tient la route en fonction des calculs qu'il a fait. Alors, à partir du moment où cette histoire-là est sortie, donc, on s'est dit, voilà, c'est la première fois qu'on a la chance d'observer un objet qui vient d'un autre système solaire et qui traverse le nôtre. Alors, à partir de ce moment-là, depuis, il faut quand même le dire, il y a eu un autre objet qui a traversé notre système solaire qui venait d'ailleurs. C'est la comète Borisov, en 2019, qui a traversé complètement notre système solaire, et elle aussi, elle n'origine pas de notre système solaire. Elle vient donc d'ailleurs, même si on ne connaît pas son origine, l'orbite qu'elle a empruntée en traversant notre système solaire montre bel et bien que l'objet venait d'ailleurs. Donc, on en est à 2 objets. Et Avi Loeb et un de ses collègues, Emir Siraj, un autre astrophysicien qui travaille à la recherche ou à l'université Harvard, se sont dit, est-ce que c'est réellement la première fois? Et est-ce que c'est, là on parle à l'époque d'Oumuamua, là, on se sont posé la question, est-ce que c'était vraiment la première fois? Et est-ce qu'il est possible que certains de ces objets-là soient tombés sur Terre?
Alors, ils ont commencé à regarder les fiches, disons, des 10, 15, 20 dernières années des météorites qui étaient entrés sur Terre. Et voilà qu'ils ont découvert qu'en 2014, en janvier 2014, une météorite était tombée près de l'île Manus. Ça se trouve dans le Pacifique Sud. On est donc au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et cette météorite, cet objet lumineux, il est entré à la vitesse de 200 000 km/h. Cette vitesse-là de 200 000 km/h et l'orbite qui l'a suivi au moment d'entrer sur Terre, à partir des calculs de Avi Loeb et de son collègue Émir Siraj, ils sont arrivés à la conclusion que cet objet-là devait être un objet d'origine extrasolaire, donc, d'un objet qui venait d'un autre système solaire que le nôtre. Ils ont publié en 2019 un article dans lequel ils défendent cette idée-là. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'Oumuamua a peut-être été le premier objet qu'on a observé comme ça flottant dans l'espace qui venait d'ailleurs, mais en 2014, donc 3 ans avant Oumuamua, il y a quand même un objet qui serait entré sur Terre qui venait d'un autre système solaire. Tu comprends qu'au moment de publier cet article-là, plusieurs astrophysiciens ont souri. Ils se sont dit, ouais, mais qui dit ça? Tu sais, c'est Avi Loeb. Avi Loeb, le même qui a prétendu et qui continue de défendre l'idée que Oumuamua était peut-être un engin d'origine extraterrestre. Donc, ça a soulevé un peu des sarcasmes sous la table. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Et voilà que, crois-le ou non, il y a quelques jours à peine, la United States Space Command, la force de défense de l'espace qui était créée sous Donald Trump, a rendu public une série de documents. Et parmi ces documents, il y a une lettre dans laquelle elle reconnaît qu'en 2014, en janvier 2014, l'objet qui s'est écrasé dans le Pacifique, qui est tombé, je dis écrasé, mais qui est tombé dans le Pacifique Sud, était bel et bien un objet extrasolaire, comme l'avait annoncé Avi Loeb et son ami Émir Siraj. Donc cet objet-là, il est tombé sur Terre, comme je te le disais, à la vitesse de 200 000 km/h. Il est tombé dans le Pacifique Sud. C'est sûr que les deux scientifiques, le Siraj et Loeb, aimeraient bien pouvoir retrouver des débris de cet objet, mais bon, c'est peu probable parce qu'au moment où il est entré dans l'atmosphère terrestre, l'objet s'est désintégré en partie. Donc les morceaux du rocher, parce qu'on suppose bien que c'est un rocher, c'est une météorite, lorsque les morceaux de rocher sont tombés dans la mer, il devait avoir peut-être quelques 30, 40, 50 centimètres à peu près, mettons un pied et demi, peut-être 2 pieds, mais pas beaucoup plus que ça, là. Donc ce sont vraiment des fragments qui sont tombés dans la mer. La possibilité de retrouver des si petits morceaux sur le fond océanique est très peu vraisemblable. Mais évidemment, ça fait fantasmer parce qu'on se dit, bon, si on pouvait trouver de ces morceaux-là, d'un côté, sur le plan de l'astrophysique, ça nous permettrait de comprendre un peu comment les rochers se forment dans des environnements autres que notre propre système solaire. Parce qu'il faut le savoir, tous les échantillons de tout ce qu'on a observé viennent toujours de notre système solaire. Hein. Tous les objets qu'on a pu récupérer, même les météorites, ce sont des objets qui se sont formés dans notre système solaire. Ça veut dire qu'ils ont, d'une certaine façon, ils ont été contraints aux mêmes règles qui ont fait que la Terre existe, que Mars existe, que la Lune existe, parce qu'on a un Soleil, on connaît la dimension du Soleil, on connaît sa force gravitationnelle, on sait comment les rochers se sont formés. Donc, on connaît l'environnement dans lequel ces roches-là se sont formées. Mais comment se forment les roches dans un système, par exemple, où la gravité serait différente, où le soleil serait différent, ou des systèmes solaires où il y aurait 2 ou 3 soleils? Comment les roches se formeraient? Est-ce qu'elles tourneraient elles se formeraient par agglomérat? Est-ce qu'elles se formeraient en mettant des couches différentes à différentes épaisseurs, là, ou des stries dans la roche? On ne sait pas. Et on aimerait bien ça, pouvoir découvrir un objet qui nous permettrait d'avoir une vision plus claire sur la formation des rochers dans d'autres systèmes solaires. Parce que même si on peut les observer avec les télescopes ou même les télescopes spatiaux, là, on pense à James Webb qui sera très très bientôt en fonction, bien sûr on voit très très loin, on voit ces autres systèmes solaires, on voit ces autres galaxies, mais on n'a pas encore sous la main un objet qui nous permettrait de dire voilà, on a un objet physique, matériel qui s'est formé dans un autre système solaire que le nôtre. Donc il y a cet intérêt-là. Et l'autre intérêt, tu comprends, ça nous amène à se poser des questions, c'est de se dire, bon, OK, cette nouvelle force spatiale vient de rendre public un document qui nous dit, voilà, l'objet qui est tombé sur Terre en 2014, à partir d'un rapport de la NASA, c'est ce qu'on peut lire dans le document qui était rendu public, à partir d'un rapport de la NASA, il y a une certitude à 99,999% que c'était un objet qui venait d'un autre système solaire.
La question que ça soulève, c'est pourquoi avoir mis tant de temps à le publier, ce document-là, puisque c'est quand même une information qui est somme toute sommaire. De toi à moi, qu'est-ce que ça change de savoir qu'une météorite est tombée sur Terre, qu'elle venait d'un autre système solaire que le nôtre? Ça change pas grand-chose. Et ce que ça nous montre bien, c'est cette culture du secret qu'a le département de la Défense aux États-Unis. Quand on est rendu à rendre confidentielle une information aussi peu importante que celle-là, aussi futile que celle-là, tu te demandes qu'est-ce qu'on doit faire avec les informations qui sont plus consistantes et dont notamment certaines observations d'OVNI. Puis là, je prends pas position sur faut-il croire ou non aux visites extraterrestres, mais si on prend par exemple des histoires d'OVNI qui sont quand même très intrigantes, ben on se demande où ces fichiers-là finalement vont tomber et quand pourra-t-on espérer de voir la divulgation de ces dossiers si il faut quand même des années avant que la force spatiale rende publique une information aussi sommaire que « Ah oui, le météorite qui est tombé sur Terre était effectivement un objet qui venait d'un autre système solaire. » Fait que voilà, donc ça fait fantasmer un peu les amateurs d'OVNI, parce que bon, ça met de l'eau au moulin à ceux qui aiment bien se cacher ou qui aiment bien évoquer la théorie du complot pour essayer de dire, ben voilà, on n'a pas toutes les informations sur les OVNI. Et avec la publication de ce document-là, ben c'est un peu un argument qui vient ajouter à leur propre argument à eux. Parmi les documentaires ou encore les reportages qui m'ont fait le plus frémir quand j'étais jeune, c'était les reportages sur les expériences de mort imminente, des témoins disant avoir vu la lumière alors qu'ils étaient décédés. Et honnêtement, je me suis dit, ça doit faire longtemps qu'on a passé... on a passé à autre chose en disant, ben non, on le sait, qu'est-ce qui se passe avec le cerveau, puis les expériences de mort imminente, ça n'existe pas. Ben non, une nouvelle étude sur les expériences de mort imminente vient de voir le jour. Ouais, et tu as tout à fait raison, c'est un sujet qui est fascinant. Je pense, de mémoire, on a déjà reçu à l'émission Monsieur Durand, qui était venu nous parler des expériences de mort imminente, qui avait écrit un livre sur le sujet. Mais ce serait le fun de faire à un moment donné une deuxième émission sur le sujet des morts imminentes, en faisant intervenir, parce que j'ai des bons amis à moi qui ont eux-mêmes vécu des expériences de mort imminente, donc ce serait intéressant qu'ils nous racontent de l'intérieur un peu comment l'expérience a été vécue, tout ça. Mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que pourquoi le sujet des morts imminentes, il est si intéressant, c'est parce que c'est un sujet qui se discutent dans la cour des grands. C'est-à-dire que les gens qui débattent de ce sujet-là sont pas monsieur et madame tout le monde qui ont des idées. Tu sais, je veux dire, si tu abordes la question d'autres sujets, que ce soit les ovnis, les fantômes, les maisons hantées, ben tu auras toujours monsieur et madame tout le monde. Puis là, je dis pas ça de manière péjorative, mais disons simplement des gens qui connaissent peu le sujet, qui ont pas de formation académique, qui vont dire, ah oui, moi, ma belle-sœur vit dans une maison hantée, puis je crois aux fantômes, puis là, ben il y a tout un débat. Ta sœur, elle buvait-tu ce soir-là? Tu fumais du pot. Bon. Tu sais, bon. Fait que finalement, on est dans un peu une espèce de discussion stérile. Fait que on prend position, c'est oui ou c'est non. Alors que dans le cas des expériences de mort imminente, là, on est vraiment dans un domaine où c'est pas tout le monde qui a droit au chapitre. Donc, ce sont généralement des urgentologues, des médecins, des neurochirurgiens, donc des gens qui ont une formation très poussés dans différents niveaux, dans différentes sphères médicales qui discutent de ce sujet-là. Et là où on a voulu faire un peu une synthèse, on a fait donc une grande méta-analyse d'à peu près tout ce qui a été publié sur les expériences de mort imminente dans des périodiques scientifiques. Et là, on vient de sortir cette nouvelle étude qui vient tout juste d'être publiée là, il y a quelques jours dans les Annals of New York Academy of Science. C'est un document qui est signé par 13 scientifiques, 13 personnes qui travaillent justement dans des domaines médicaux. Là, on va à peu près dans tous les domaines, neurochirurgiens, urgentologues, cardiologues. Donc, on a à peu près toutes les sphères d'activité du domaine médical qui ont co-signé cette étude-là. Le titre de l'étude en question, c'est, en français, c'est « Guide et standard pour l'étude de la mort et des expériences de souvenirs de la mort, un consensus multidisciplinaire sur les futures avenues de la recherche ». Un très très long titre pour définir un peu ce à quoi on peut s'attendre pour les années à venir.
Tu l'as mentionné, là, hein, pour les gens qui nous écoutent, qui seraient pas familiers avec l'expérience de mort imminente, de quoi parle-t-on ici? Même si tu as introduit un peu le sujet, disons que oui, ce sont ces expériences que des gens qui ont été proches de la mort, qui sont pas morts, parce que quand t'es mort, t'es mort. Mais il y a des gens qui sont passés proches de la mort, donc un arrêt cardiaque, des gens, par exemple, qui se sont noyés, on les a sortis, puis on a réussi à les ramener à la vie. Donc, durant ces périodes-là, si on prend l'ensemble des gens qui ont été très, très proche de la mort. C'est pour ça qu'on appelle une expérience de mort imminente. Hein, la mort est proche. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle est tout proche. Donc, c'est les gens qui ont frôlé la mort. Certains d'entre eux, en fait, c'est 30%. On a l'impression que c'est tout le monde. Non, ce n'est que 30% des gens qui vont avoir un souvenir d'une expérience qui est un peu ésotérique ou mystique, j'irais même jusqu'à dire un peu onirique. Hein? On a l'impression qu'ils sont dans un état de rêve, et là, ils vont raconter une expérience qui, peu importe ton obédience religieuse, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois judéo-chrétien, l'expérience, elle est la même à peu près pour tout le monde, quelle que soit ton obédience et quelle que soit ton origine. Que tu vives en Inde, que tu vives en Afrique ou que tu vives en Amérique du Nord, les gens racontent à peu près la même expérience. Ça se passe généralement en 5 phases, sans entrer dans les détails parce que les phases ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde, mais il y a toujours un moment qu'on va appeler la sortie. Donc, des gens vont dire « je me suis vu aux côtés de mon lit », d'autres ont dit « je flottais au plafond », ou « j'avais l'impression d'être dédoublé », mais peu importe, ils sont sortis de leur corps. Donc, c'est le moment de la sortie. Ensuite, il y a un moment qu'on appelle le voyage. On va d'un point A à un point B. Pour certains, il y a un passage dans un tunnel, pour d'autres, ça se fait instantanément, mais il y a quelque part un déplacement, ce qu'on appelle le voyage. Ensuite, il y a une rencontre. Donc, les gens disent, je me suis retrouvé avec ou des personnages de lumière, avec Jésus, avec Bouddha, avec des gens décédés que je connaissais, avec mes parents, bon, peu importe les personnes, il y a une rencontre avec quelqu'un, quelque chose. Ensuite, il y a une vision. Donc, on va montrer aux gens quelque chose. Généralement, je dis généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, les gens, à ce moment-là, voient un peu leur vie défiler sous leurs yeux. Donc, ils vont voir la naissance de leurs enfants, leur mariage, leur petite enfance. Et ensuite, il y a le retour. Donc, les gens disent, je quitte cet endroit-là. Et souvent, c'est à l'issue d'un choix, hein, où quelqu'un leur dit, ton heure est pas arrivée, ou tu as le choix de retourner ou de rester. Et pour X ou Y raison, ou bien les gens n'ont pas de choix, ils reviennent. Pour d'autres raisons, ils vont choisir de revenir parce qu'ils ont des enfants à la maison, peu importe, il y a le retour. Donc, ce sont les phases. Sortie, voyage, rencontre, vision et retour. Donc, ce sont les 5 étapes que l'on associe aux expériences de mort imminente. Avec cette méta-analyse, parce qu'il faut le savoir, Yannick, le phénomène des morts imminentes, il est arrivé en Amérique du Nord au milieu des années 70, même si c'était une expérience qui était commune à peu près à toutes les religions autres que le les judéo-chrétiens, parce qu'il faut dire que dans la Bible, les enseignements de la Bible, on ne parle pas vraiment de la réincarnation, on parle de la résurrection, le jugement dernier, hein, lorsque Dieu va le décider, tous les gens qui sont morts vont se réveiller, et là, ceux qui auront eu une vie saine, en respectant les lois de Dieu, vont vivre éternellement. Donc, c'est un peu ce concept-là. On a une vision de la résurrection, mais pas de la réincarnation, alors que dans d'autres religions du monde, et principalement dans des religions hindouistes ou de bouddhisme, depuis toujours, on accepte ce concept-là de la réincarnation. Donc, comme on favorise l'idée d'une réincarnation, évidemment, les gens qui vivaient des expériences de mort imminente en parlaient plus spontanément. Ça ne veut pas dire que des gens d'Amérique du Nord ne vivaient pas la même chose, mais on était plus réticents d'en parler. Et quand on en parlait, généralement, les praticiens, parce que, comme le disait Nikola Tesla, hein, dans ta citation du début, c'est vrai qu'on est encore dans une science très matérialiste, parce qu'on n'a pas vraiment d'outils pour documenter l'impalpable. Donc, on reste encore dans une vision très matérialiste. Donc, les gens dans les années 50, 60, qui vivaient des expériences de mort imminente, évidemment, évitaient d'en parler à leur médecin traitant parce qu'ils voulaient pas passer pour des fous. Et c'est vraiment le pas va être franchi au milieu des années 70 avec la publication d'un livre du docteur Moody qui s'appelle La vie après la vie. Et à partir de là, ce phénomène-là entre dans les chaumières parce que c'est un livre qui est excessivement populaire et les gens se favorisent avec ces expériences de mort imminente. Et depuis, les gens sont portés à en parler plus ouvertement. Il n'y a plus le stigmate. Hein. Les gens disent, j'ai vécu une expérience de mort imminente. On le pointait du doigt, puis était victime de colibès. C'est plus le cas maintenant. Les gens en parlent plus ouvertement.
Donc, mais il y avait quand même un débat, c'était de savoir est-ce que ce phénomène-là est une hallucination, est-ce que c'est produit par le cerveau. Il y avait une espèce de position qu'on cantonnait, que tiennent encore les sceptiques. C'est la position que dans la plupart des cas, c'est des hallucinations qui sont créées par des drogues psychotropes, c'est-à-dire qu'au moment où tu te retrouves à l'hôpital, on va t'injecter des drogues X ou Y et ça va entraîner des hallucinations et là tu vois ces phénomènes-là. Donc, on a voulu un peu départager l'ensemble des hypothèses qui sont proposées, parce que, encore une fois, comme je te dis, comme c'est un débat qui se fait dans des milieux scientifiques, il n'y a pas de vision aussi tranchée qu'on en retrouve sur le terrain. C'est-à-dire que quand tu vas sur le terrain, que tu parles, quel que soit du sujet, ovni, fantôme, peu importe, c'est souvent un discours très polarisé. T'es pour ou t'es contre, puis si t'es dans le même camp que moi, tu es avec moi ou tu es contre moi. Alors que dans les milieux scientifiques, ça se fait pas de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui vont retenir davantage une explication, d'autres vont favoriser une autre explication, mais généralement, l'échange est assez courtois d'un côté à l'autre. Et là, ce qu'on fait, cette étude-là, ce qu'elle fait, c'est une méta-analyse. On a pris à peu près tout ce qui avait été publié, on a regardé tout ça, et on arrive, tous ces différents intervenants, qui sont dans différentes disciplines, arrivent à des conclusions sur lesquelles ils sont tous d'accord. C'est-à-dire que, la mort est un processus réversible. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu as un accident de voiture et que tu te tues sur le coup, écoute, c'est là, est pas très réversible. Mais dans bien des cas, une crise cardiaque, par exemple, on connaît tous ou on a tous des amis d'amis dont les parents ou un parent a été victime d'une crise cardiaque, il est allé à l'hôpital puis on l'a ranimé. Les cas de noyade, comme je t'ai mentionné, ou les gens qui ont été très très blessés dans un accident, mais qu'on a réussi à sauver la vie par rapidement une intervention sur le terrain, ces gens-là se sont retrouvés dans un processus de mort. Si on n'était pas intervenu, ils seraient décédés. Et c'est exactement ce qui se serait passé il y a un siècle ou deux. C'est-à-dire que si on sortait quelqu'un de l'eau puis il était noyé, on commençait pas à y faire des massages cardiaques, pas à y donner des injections d'adrénaline pour qu'il revienne. Je veux dire, on n'avait pas ces moyens-là. On le repêchait puis il est mort. T'sais. Donc l'individu était entré dans un processus de mort et on a laissé le processus s'accomplir. Aujourd'hui, grâce à des interventions rapides sur le terrain, on est capable, dans certains cas, de renverser le processus de la mort. Donc on est d'accord avec ça. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que l'idée, là, les sceptiques auraient beau continuer à se cantonner dans cette position-là, on sait maintenant que ce qui est vécu par le sujet n'est pas une hallucination. C'est un phénomène qui se produit objectivement, c'est-à-dire que l'expérience, elle est bien réelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens racontent ce qu'ils ont vécu. Maintenant, on n'a toujours pas les outils qui nous permettent de trancher définitivement. Ce que l'on sait toutefois, c'est que on a découvert que les cellules du cerveau, puis même je l'ai mentionné il y a quelques semaines, on a eu une chance extraordinaire. On avait un vieux monsieur qui souffrait de crise d'épilepsie. On l'avait placé sur un encéphalogramme. C'est un monsieur de 87 ans, je crois, de mémoire. Et il est décédé durant le temps où il était, entre guillemets, monotorisé par des équipements d'encéphalogramme. Donc, on a pu voir l'activité cérébrale au moment où la mort est arrivée, et ça nous a permis, cette expérience-là, entre autres, mais on avait quand même d'autres données, ça nous a permis de savoir que le cerveau ne s'arrête pas. 30 secondes après l'arrêt cardiaque, le cerveau commence à manquer d'oxygène. Et on le sait, généralement, après 3 ou 4 minutes d'un manque d'oxygène au cerveau, les dommages sont irréversibles. Mais ça ne veut pas dire que parce que les dommages sont irréversibles, que le cerveau cesse de fonctionner pour autant. On sait maintenant, grâce à des études très très pointues, que certaines cellules nerveuses peuvent demeurer vivantes pendant de longues heures, même dans certains cas, 2 à 3 jours. Donc, ces cellules continuent de travailler et d'envoyer des influx. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Ce que l'on sait, c'est que le cerveau, au moment de la mort, va passer dans un état qui est assez voisin de celui du rêve, de la méditation, de l'espèce de conscience élargie. Donc, si on a des gens qui se mettent en méditation ou qui entrent dans des états extatiques ou autres, il y a une espèce le cerveau se place dans un état qui est une espèce d'état ouvert, un état altéré de la conscience, et on sait que le cerveau entre dans ces phases-là au moment de la mort.
Donc, qu'est-ce qui produit l'expérience de la mort imminente? On le sait toujours pas, mais on sait vers où regarder. Donc, il faut maintenant, l'idée des médicaments, le cocktail pharmaceutique, ça, on oublie ça, c'est pas ce qui se produit. Donc, on continue de chercher dans au niveau des neurones, qu'est-ce qui se produit au niveau du cerveau, quels sont les échanges qui se font à ce moment-là, et c'est davantage dans cette voie-là qu'on doit regarder et rester l'esprit ouvert si le cerveau entre dans un état de conscience ou plus grande, ou un état altéré de la conscience, qu'est-ce qui se produit avec cette conscience-là. Donc maintenant, on sait vers où focaliser pour les études à venir et laisser un peu les vieux squelettes dans les placards qu'on continuait d'entretenir depuis des années, visiblement par des gens qui connaissaient mal le sujet ou encore qui ne prenaient pas le temps de lire la documentation scientifique. Parce que ça, c'est un des grands problèmes. Que l'on soit pour ou contre un sujet, quel qu'il soit, fantôme, ovni, peu importe, il y a souvent dans des périodiques scientifiques des informations, des études qui sont publiées, mais il n'y a pas de courroie de transmission entre ce milieu scientifique, des publications académiques versus le public en général. Donc bien souvent, c'est pas de la mauvaise foi. On peut avoir des gens qui vont dire les expériences de mort imminente, à mon avis, c'est un mécanisme qui est dû aux drogues ou etc. ou c'est des hallucinations. Puis ces gens-là ne tiennent pas ce discours-là en mauvais escient. Ils le disent en toute bonne foi, mais malheureusement, ils sont pas au courant des études qui ont été publiées, les dernières études. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ils ne témoignent pas d'une connaissance, mais plutôt d'une ignorance. Donc, c'est un peu ce qu'ont voulu cerner les scientifiques avec cette méta-analyse. Méta-analyse, je dois le souligner parce que un petit peu la vantardise. L'étude est signée par Sam Parnia. Écoute, pour te dire, Sam Parnia est un urgentologue qui travaille à New York. C'est un des grands scientifiques impliqués dans la recherche sur les expériences de mort imminente. Et il y a quelques années, quand j'ai fait une série de télé qui s'appelait Force Obscure, c'était au milieu des années 2000, à Z-Télé, on avait fait un épisode sur les expériences de mort imminente et j'avais eu la chance de rencontrer Sam Parnia à New York. Écoute, un bonhomme fantastique et avec lequel justement on a abordé toutes les hypothèses et comme le disait si bien tous les gens qui ont des hypothèses, qui connaissent bien le sujet et qui ont des hypothèses, qui vont de ou bien c'est une espèce de mécanique dont on saisit pas encore tout le sens, mais qui se produit dans le cerveau, versus les gens qui disent la conscience reste vivante. Sam Parnia me disait toutes ces hypothèses-là sont sur la table, elles sont ouvertes, puis elles se discutent toutes. Il n'y en a pas une qui a été éclipsée. C'est simplement de bien connaître le sujet et au fur et à mesure où la science progresse, ça nous permet de resserrer les voies de la recherche. Et là, cette étude-là, on l'espère, sera mieux connue par les milieux médicaux. Et si des gens décident de s'intéresser à ce sujet-là, ils prendront en compte ce que l'on sait déjà pour ne pas avoir à chaque fois à réinventer la roue. Et en 30 secondes, est-ce que ce qui est rapporté par les gens qui sont des expérienceurs, qui ont vécu des expériences de mort imminente, est-ce que ça peut varier selon le type de religion que ces gens-là pratiquent? Ce qui varie, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que les gens, y a pas un athée qui va dire j'ai rencontré Dieu ou Jésus dans l'au-delà. Ça arrive pas. Mais des gens, par exemple, qui croient en Bouddha, ils vont dire j'ai rencontré Allah. Tu sais, les gens qui sont les gens qui sont musulmans vont dire j'ai rencontré Allah. Les gens qui sont bouddhistes vont dire j'ai rencontré le Bouddha. Les athées vont dire j'ai rencontré des êtres de lumière. Donc c'est plutôt dans la façon de s'exprimer ou dans l'étiquette qu'ils vont mettre sur certaines phases qui va varier en fonction de leur croyance et de leur religion, mais l'expérience reste exactement la même pour tout le monde. C'est simplement la forme. Des gens vont dire j'ai vu Jésus ou j'ai vu mon grand-père, tu sais, je veux dire. Mais entre l'interprétation qu'on fait, les gens ont le souvenir d'avoir eu une rencontre, quelle que soit la forme que va prendre cette rencontre-là. Pour l'ensemble de tous les expérienceurs, les 5 phases que je t'ai décrites, elles sont pareilles pour tout le monde, quelles que soient les religions, quelles que soient les origines. Christian, on va faire une courte pause et après la pause, on présente ta capsule. Absolument. Radio X Files. Radio X. Le show du matin. Hey! Weekend. Listen this weekend avec Robbie Moreau. C'est le fun, c'est quand tu te lèves un matin. Il y a un petit quelque chose. Tu dis, Colin, c'est quoi? Le show du matin. Weekend. Je suis pas capable de trouver quoi. Samedi et dimanche, 6h30. Radio X. C'est le printemps et le beau temps, ça donne soif. Mes amis du Cosmos ont compris ça avec leur nouvelle promo du mercredi soir. On vous offre un 2 pour 1 sur le verre de bière en fût et sur le verre de vin. Ce printemps, c'est le Cosmos. Détails sur lecosmos.com. Il y a des magasins de meubles
qui crée de super décors pour que tu puisses imaginer que le meuble va être beau chez toi. Bah imagine plutôt combien ça fait grimper le prix de ton fauteuil. Ouf! T'habites pas dans le magasin, alors pourquoi tu le paierais? Jusqu'au lundi de Pâques, on paie les 2 taxes sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD, 34 magasins partout au Québec. Des meubles de qualité à prix inégalé. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com, les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Envie de jouer? Magasinez au SensationPlus.com et découvrez nos articles érotiques pour des jeux en solo ou avec votre partenaire. Livraison rapide et discrète. SensationPlus.com. Mobile Punch, l'application numéro 1 pour la gestion des feuilles de temps, fête son 6e anniversaire. Mobile Punch tient à remercier ses 28 000 utilisateurs avec plus de 10 500 000 feuilles de temps complétées jusqu'à présent. Mobile Punch est la solution au problème de feuilles de temps. MobilePunch.com. Chez Chaloux, on se prépare pour les beaux jours avec une gamme de seltzer faible en glucides et en calories et on se suce le bec avec notre sélection de bières à l'érable. Découvrez aussi nos bières de micro en promo à 1,99 $. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et le Grand Marché. Accommodationchaloux.com ou sur Facebook. Monster Spectacular! Monster Spectacular au Centre Vidéotron le 11 juin. Après avoir fait sale combo au Stade olympique, les camions monstres débarquent à Québec. Bounty Hunters, Scarred Bandits, aussi freestyle motocross et concours de backflip. Dépêchez-vous, il ne reste que 1000 billets. Monster Spectacular, samedi 11 juin au Centre Vidéotron. Billets sur gestev.com. Présentation Kenny Youpou. Les aubaines du printemps sont commencées chez Sport Expert et Atmosphère. Jusqu'au 26 avril, profitez de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de produits. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca. On jase, là. Mettons que la légende, c'est toi. Celui qu'on appelle tout le temps pour bouger la sécheuse. Celui qui arrive 15 minutes d'avance avec un sourire d'en face. Le champion de Tetris qui peut rentrer un voyage de pêche pour 4 dans une Civic. Celui qui mérite la bière à la fin de la journée pis qui a pas peur des escaliers. Si c'est toi la légende, on te cherche chez Déménagement Loretteville. Avec ou sans expérience, pour temps plein ou partiel, puis on te payera pas en pizza, fie-toi sur nous autres. Appelle Martin de Déménagement Loretteville au 88 843 0453 poste 222. Pièces d'auto économique, c'est la place 100% locale pour avoir du choix, de la qualité et un service reconnu. Tout ça avec un seul propriétaire de Québec. Pour un temps limité, obtenez 15% de rabais sur les plaquettes de freins céramiques Tech, reconnues pour leur rapport qualité-prix et leur fiabilité. Profitez aussi de 15% sur les disques de freins Genius avec revêtement e-coat et sur les essuie-glaces de première qualité Rain-X Quantum. Pièces d'auto économique, la place la moins chère pour les pièces automobiles avec 7 magasins. Pièces économiques avec un S.com. Richard Poulain, propriétaire du bar sportif Vegas, tient à remercier sa clientèle qui l'a appuyé dans la dernière année et qui lui est fidèle depuis la réouverture. Ouvert 7 jours sur 7, on y va pas mollo sur le karaoké, ni le dance floor, ni sur le billard. C'est le temps, là, de vous amuser au Vegas avec juste du beau monde. Le bar sportif Vegas, le seul vrai bar sportif à Québec. 2340 Boulevard Sainte-Anne. Il y a tellement de Saint-Lambert au Québec. Saint-Lambert en Abitibi, il y a un autre Saint-Lambert en Montérégie et il y a Saint-Lambert de Lauson. Peu importe, tant que t'es au Québec, Airfortin.com, c'est votre acheteur. Peu importe la grosseur de votre bloc, votre acheteur, c'est Airfortin.com. Un bloc, un terrain, une maison, un immeuble, peu importe où dans la province de Québec, Airfortin.com, lui, il va l'acheter. Il achète sans garantie légale et il paye cash. Allez maintenant sur Airfortin.com. Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On vous souhaite à tous un excellent vendredi. Ce soir, on parle des reliques saintes, mon cher Christian.
Oui, t'as compris que si on parle des reliques saintes, c'est parce que c'est Vendredi Saint. Oui. Et le Vendredi Saint, c'est pas essentiellement pour les petits cocos de Pâques. Ah, voilà, c'est ce que j'avais pas compris. Puis effectivement, écoute, oui, c'est vrai, mon livre sur les reliques saintes est sorti depuis presque 2 semaines maintenant. Et je suis très content parce que ça va très, très bien. Il est sur la liste des meilleurs vendeurs au Québec. Donc, quoi demander de plus? Et pourquoi les reliques saintes? En ce Vendredi Saint, je trouvais, on aurait pu en parler plus tôt, mais je trouvais que comme on était tout près du Vendredi Saint, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas profiter de l'émission du Vendredi Saint pour justement parler des reliques saintes? C'est un sujet qui est, en tout cas, en ce qui me concerne, que je trouve passionnant. Et c'est vrai que quand on parle des reliques saintes, la première question que l'on se pose, c'est l'authenticité des reliques. On le sait, elles sont très nombreuses à travers le monde, que ce soit des sandales du Christ au clou de la crucifixion, au morceau de la croix, en passant par l'Arche d'Alliance ou l'Arche de Noé. Évidemment, on se pose tous la question, est-ce que ces objets-là ont existé? Et s'ils existent toujours, est-ce qu'ils sont authentiques? Mais il faut savoir que derrière les reliques, il y a également des histoires. Parce que quand j'ai écrit le livre sur les reliques saintes, c'était à la fois bien sûr la question des reliques, où sont-elles, comment sont-elles arrivées là, quelle est l'historicité de ces reliques. On en reparlera un peu plus tard si tu veux bien, mais la question qu'on se posait bien sûr, c'était est-ce que ces reliques-là sont authentiques et quelles sont les histoires qui tournent autour de ces reliques. Et j'ai choisi l'une d'entre elles, j'ai le choix, le livre en contient 12. Chaque relique a ses histoires, son histoire et ses histoires, parce que c'est souvent des petits épisodes à travers l'histoire. Donc j'ai choisi un épisode de l'histoire de l'une de ces reliques que je te présente à l'instant. Puis ensuite, on aura l'occasion de reparler de tous les autres reliques qui sont évoquées dans le livre. Alors sans plus tarder, voici l'histoire de l'une, un épisode plutôt, dans l'histoire de l'une de ces reliques. Nous sommes le 15 avril 1938. Par une journée pluvieuse, un train traverse la campagne allemande. Il a quitté la capitale Vienne, en Autriche, quelques heures plus tôt. Il est passé par les gares de Linz et Ratisbonne sans même s'arrêter. Tout le convoi, wagons et locomotives, est peint en noir. Un spectre inquiétant dans ce paysage grisâtre. À l'avant flottent 2 drapeaux, celui du parti nazi et celui de la Wehrmacht, la force de défense du Troisième Reich. Après un dernier virage, le train s'immobilise dans la gare de Nuremberg, berceau du parti nazi. Sur les quais, il n'y a aucun voyageur en transit. Et pourtant, la gare grouille de monde. La majorité d'entre eux sont des soldats de la SS, la Schutzstaffel, la police politique du Reich. Avec discipline, les hommes s'alignent le long du train. Ils ont pour mission de transporter une partie de la cargaison au temple nazi, le site de la tribune Zeppelin, là où Hitler a prononcé ses premiers grands discours. Inspiré du temple de l'ancienne ville grecque de Pergame, en Asie mineure, l'immense bâtiment se dresse au centre de la ville, dans le complexe du Dutzenteil. Guidés par 2 officiers en uniforme, 3 soldats ouvrent le wagon numéro 2 et commencent à décharger une série de caisses. Il doit y en avoir une 12aine. Dans les rangs, leurs compagnons, toujours au garde à vous, murmurent. On raconte que cette cargaison serait l'une des plus précieuses qui soit. Une cargaison plus prestigieuse que l'or. Certains prétendent qu'à Vienne, Reinhard Heydrich, le dauphin d'Himmler,
aurait lui-même supervisé le chargement. Armes à la main, les soldats se déplacent et forment une haie de protection, pendant que d'autres se chargent d'embarquer les caisses sur un camion qui, une fois chargé, prend la direction de la tribune Zeppelin. À l'avant, une voiture arborant l'aigle nazi sur la portière assure l'itinéraire et, à l'arrière, un autre camion rempli de soldats armés assure la sécurité du convoi. Pour éviter tout incident, le transfert a été organisé dans le plus grand secret. Mais qui peut prévoir l'imprévisible? Arrivés au complexe de la Dutzendtai, les soldats se chargent de décharger les caisses sous l'œil attentif des officiers. Même s'ils ignorent tout de la nature de leur cargaison, les hommes travaillent en silence, comme s'ils savaient d'instinct que les objets gardés dans ces caisses avaient quelque chose de sacré. Les caisses sont amenées dans une chambre forte et les portes soigneusement refermées. Deux soldats sont laissés en sentinelle. 1 heure passe, puis un nouveau brouhaha se fait entendre dans l'escalier menant à la chambre forte. En voyant arriver un petit groupe d'officiers, les sentinelles se mettent au garde-à-vous et les saluent. Elle est là. La porte blindée est rouverte et les officiers se glissent dans la pièce étroite. Au centre du groupe se tient un officier de haut rang, un dignitaire. Tout en repoussant ses lunettes rondes qui glissent sur l'arête de son nez, il parcourt du regard les caisses empilées. D'un geste discret, il fait signe à un soldat qui les accompagne d'ouvrir l'une d'entre elles. Une caisse très précise, longue et étroite. Armé d'un pied de biche, le soldat soulève soigneusement le couvercle. Il fait ensuite un pas de côté, laissant les officiers contempler son contenu. Le dignitaire à lunettes s'avance et plonge son regard dans la boîte. La tête penchée, il repousse encore ses lunettes qui glissent sur son nez. Il met les mains dans la caisse et en tire une longue lame. On dirait la pointe d'une lance, une lance antique. La lame est ajourée et elle arbore en son centre une jaquette dorée portant l'inscription « Lance et clou du Seigneur ». L'officier la fait tourner dans ses mains, lentement, comme un objet de grande fragilité. Sans rien dire, il la replace dans la caisse, claque les talons et quitte la chambre forte. Alors que la horde monte l'escalier, les sentinelles referment la porte de la chambre forte et se replacent de part et d'autre. Pendant de longues secondes, ils restent sans mot dire, alors que les voix des visiteurs s'étouffent au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Le silence revenu, l'une des sentinelles laisse échapper un murmure. « C'était Himmler, répète-t-il. C'était Himmler. » Sa voix est un mélange d'admiration et de terreur. On lui a donné plusieurs noms.
Sainte Lance, Lance de Longinus, Lance de Saint-Maurice, Lance du Christ ou encore Lance du Destin. Même si les premiers textes à son sujet datent du Xe siècle, son histoire est un véritable roman fantastique où se mêlent le réel et la légende. À n'en croire la tradition chrétienne, le lancier qui a percé le flanc du Christ en croix s'appelait Longinus. C'était un légionnaire romain attaché à la garde de Ponce Pilate. Rendu presque aveugle à cause de cataracte, il avait été rapatrié des champs de bataille pour servir dans la garde du procurateur de Judée. Très vite, on l'avait chargé de suivre les activités d'un certain Jésus, un agitateur public venu de Nazareth et qui se disait le Messie. On raconte qu'au moment de la Passion, Longinus refusa de briser les jambes de Jésus comme l'avait exigé Caïphe, le grand prêtre du Sanhédrin. De la pointe de sa lance, il se contenta de percer le crucifié entre la 4e et la 5e côte, une pratique acquise sur les champs de bataille pour s'assurer de la mort d'un adversaire. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau, raconte l'apôtre Jean. Selon la légende, à l'instant où le sang de Jésus coula sur la lance, le légionnaire retrouva complètement l'usage de la vue. Sa conversion fut immédiate. C'est ici que commence la légende de la lance de Longinus. On raconte qu'après la mort de Jésus, la lance, devenue un véritable talisman pour avoir été maculée du sang du Rédempteur, aurait acquis des propriétés surnaturelles. On disait qu'une armée précédée de la lance serait invincible. En revanche, si la précieuse relique en venait à être perdue, son propriétaire connaîtrait d'insurmontables défaites. On raconte que vers l'an 280, la lance aurait été amenée à Thèbes, l'actuelle ville de Karnak en Égypte, où elle aurait été remise à un fervent chrétien copte, Maurice, qui deviendra plus tard Saint Maurice. Ce dévot était aussi le commandant d'une milice romaine, la Légion thébaine. En campagne, les légionnaires se seraient retrouvés à Agagnum, dans le nord de l'Italie. La population y était composée presque essentiellement de chrétiens qui s'opposaient farouchement à l'empereur. L'ordre a été donné de les trucider. Mais Maurice, lui-même un fidèle chrétien, refusa d'exécuter le mandat. Un bras de fer se serait engagé entre le légionnaire et l'empereur. Maximien demanda à Maurice d'abjurer sa foi chrétienne au profit du paganisme romain. Le légionnaire refusa, et avec lui, tous ses hommes, 6600 soldats. Insultés, l'empereur les aurait tous fait assassiner, du premier au dernier. On prétend que Saint Maurice aurait rendu son dernier soupir en étreignant la lance. En 312, sous les murs de Rome, l'empereur Constantin Ier, dit le Grand, livre bataille contre Marcus Maxence, son principal rival. La victoire de Constantin donne au christianisme le statut de religion officielle. Il fonde par la suite une nouvelle Rome, Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie. La légende veut que, durant toutes ses conquêtes, l'empereur gardait sur lui la lance de Longinus, garante de ses victoires. C'est durant cette période que l'arme aurait été ajourée pour y placer un clou de la crucifixion, une relique ramenée de Jérusalem par nul autre que Sainte Hélène, la mère de Constantin. En 732, poursuit la légende, la lance se retrouve entre les mains de la milice française. Cette année-là, le général Charles Martel
mène son armée à la victoire sur les Arabes, à Poitiers, en France. Une défaite aurait signifié l'imposition de l'islam sur toutes les nations d'Europe de l'Ouest. 70 ans plus tard, on raconte que la lance aurait été acquise par Charlemagne, le roi des Francs. En possession de la relique, il est couronné empereur par le pape. Il établit son empire au cours de 47 campagnes victorieuses et veille au développement du christianisme partout en Occident. Hélas, lors de son dernier retour à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, la capitale de son empire, Charlemagne échappe la lance qui tombe dans la boue. Plusieurs voient dans cet incident un mauvais présage. Dans les mois qui suivent, l'état de santé de l'empereur se détériore rapidement. Charlemagne s'éteint le 28 janvier 814. Vers l'an 1000, la Sainte-Lance est transférée à la cathédrale de Magdebourg, en Allemagne. À partir de ce moment-là, elle n'est plus seulement une relique, mais fait désormais partie du trésor du Saint-Empire romain. Elle ne quittera plus cette précieuse collection. À partir de 1424, la lance, et avec elle tout le trésor du Saint-Empire romain germanique, est transférée à Nuremberg, par ordre de l'empereur Sigismond, qui déclare alors que c'est la volonté de Dieu que la couronne, le globe, le sceptre, la croix, l'épée et la lance du Saint-Empire romain ne quittent jamais le sol de la patrie. Au début de la Renaissance, la ville de Nuremberg traverse son âge d'or. Outre les pèlerins qui viennent de partout pour contempler les reliques exhibées à l'église du Saint-Esprit, la ville devient une véritable cité des arts. Mais cette quiétude est bientôt menacée. En 1789, la Révolution éclate en France. Dans le tumulte, le conflit déborde les frontières de l'Hexagone. À Nuremberg, on craint pour la sécurité des trésors de l'Empire. Le Conseil décide de mettre les reliques à l'abri, d'abord à Ratisbonne, puis à Vienne, où elles arrivent en 1800. Mais le monde change, et en cette période charnière de l'Europe, les alliances et les empires se forment et se défont. L'ombre des guillotines n'est jamais bien loin. En 1806, le Saint-Empire romain germanique est dissous. L'empereur d'alors, François II, de la puissante dynastie autrichienne des Habsbourg, devient François Ier, empereur d'Autriche. Avec ce remodelage de l'échiquier politique, le nouvel empereur ne se sent nulle obligation d'honorer les accords signés sous l'Ancien Régime, incluant le prêt temporaire du trésor du Saint-Empire. La ville de Nuremberg a beau rappeler ce souhait de Sigismond qui disait que le trésor du Saint-Empire romain ne devait jamais quitter le sol de la patrie, François Ier, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Le trésor est à Vienne et il y restera. François Ier est loin de s'imaginer alors que 127 ans plus tard, un jeune Autrichien de Braunau va lui aussi changer l'histoire de l'Europe. Et la lance du destin fera partie de ses desseins. Un jeune Autrichien du nom d'Adolf Hitler. En 1938, au moment d'annexer l'Autriche aux puissances du Reich, Hitler rêve déjà de s'emparer de la Sainte-Lance. La légende raconte que 30 ans plus tôt, alors qu'il était encore étudiant à Vienne, il aurait vu la lance lors d'une visite au palais de la Hofburg et caressait depuis le désir de s'en emparer. En 1938 donc, le Führer ordonne que les trésors du palais de la Hofburg soient transférés à Nuremberg. La précieuse cargaison est embarquée sur un train blindé à destination de Nuremberg,
ville qui a vu naître le parti nazi. On raconte que la lance aurait ensuite été utilisée lors de cérémonies secrètes auxquelles participaient de hauts dignitaires nazis, en particulier Heinrich Himmler et Rudolf Hess. Ces cérémonies se seraient tenues à Berlin, à Munich, mais surtout à Wewelsburg, le château d'Himmler dans les montagnes de la Rhénanie du Nord, dans l'ouest de l'Allemagne. L'endroit, à n'en croire certains auteurs, était le quartier général des SS et un véritable monument dédié aux visions occultes du Troisième Reich. Mais parfois, il y a un monde entre les légendes et la réalité. Nous sommes le 30 avril 1945. La chute du Troisième Reich est acquise. L'armée allemande est en pleine débandade. Les hauts dignitaires du parti nazi, eux qui ont fait trembler le monde, se rendent les uns après les autres. Les fauves d'hier ne sont plus à présent que des tigres de papier. À Berlin, les derniers résistants se résument à une poignée d'adolescents fanatisés par un régime qui les a trompés et endoctrinés. De leur côté, les services de renseignements américains poursuivent leur interrogatoire parmi les anciens SS. Ce jour-là, les Monument Men de l'armée américaine, un groupe chargé spécialement de retracer les œuvres d'art dérobées par les nazis, apprennent que le trésor du Saint-Empire romain germanique a été transféré un mois plus tôt dans un ancien cellier de Nuremberg. Le jour même, dans son bunker à Berlin, Adolf Hitler se tire une balle dans la tête. Le 7 août 1945, 3 mois après le suicide du Führer, le lieutenant Walter Horn entre dans l'Art-Bunker de Nuremberg et récupère la Sainte Lance. Elle est retournée à Vienne, où elle est encore aujourd'hui exhibée au milieu des autres richesses du trésor du Saint-Empire romain germanique. Une relique devenue un symbole d'ombre et de lumière. Radio X Files. Radio X. Cette semaine, écoute Morelive. Vous pourrez gagner une thermopompe Lennox MLA de 12 000 BTU, installation incluse. C'est le temps de contacter Enviroconfort pour préparer ton été et éviter les canicules estivales. Enviroconfort.com. Maison Adam. Économisez sur des produits audio-vidéo de qualité lors du congé de Pâques avec Maison Adam. Pour l'occasion, José vous offre 10% de rabais additionnel sur toute la marchandise en ligne seulement. Pour plus de détails, rendez-vous sur maisonadam.ca et profitez de cette promotion du 15 au 18 avril. José et l'équipe de Maison Adam vous souhaitent joyeuses Pâques. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Vous nous connaissez bien, nous sommes les pros du RAM. C'est pas simple, il y a plus de 60 000 combinaisons possibles. Mais je suis pas un pro de la radio. Lui, par contre, c'en est tout un. Hey, merci! Chez nous, chez Payton Chrysler, on s'occupe de vous. Oui, on s'occupe de vous pour choisir, entretenir, chérir votre véhicule. Payton Chrysler, membre du groupe Auto-Québec, où on s'occupe de vous, pas ailleurs. Lévis Chrysler, Steph. Pas Payton Chrysler. Lévis Chrysler. Cette semaine, la circulaire Super C t'offre le meilleur pour célébrer Pâques, sans avoir à te casser le coco ni la tirelire. Parce qu'avec la caisse de 48 canettes de Coors Light à 56$, puis la caisse de 24 Heineken à seulement 28,5$, t'auras au moins quelque chose à apporter au souper de famille, hein? Tu sais, quelque chose qui marche avec le jambon à bière du beau-père. Fait que t'es fort, t'es très fort. Avec la bière pas chère pour le long congé, c'est Super C. Valide jusqu'au 20 avril, détail au superc.ca. Chercher un emploi, c'est jamais facile. Dans mon cas, j'ai postulé à des tonnes d'annonces en ligne.
C'est là que j'ai décidé de contacter Randstad. Quand j'ai rencontré ma recruteuse, j'ai vraiment senti qu'elle comprenait qui j'étais puis ce que je cherchais. Plus besoin de chercher. Allez sur randstad.ca/mon emploi. Les implants dentaires sont une solution permanente. Le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert en implants dentaires, utilise les technologies les plus avancées pour une intervention précise et rapide. Consultation sans frais, financement sur place. drstevebernier.com. L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Magasinez au sensationsplus.com et découvrez tous nos produits érotiques pour couple. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com. Pavé Concept, c'est le plus grand centre de produits d'aménagement paysager. C'est beau, c'est grand, il y a beaucoup de choix de produits Permaconte, EcoBlock et Rockville. Le printemps est arrivé, c'est le temps d'aménager votre extérieur. Installez du gazon, faites des trottoirs, patios, entrées d'auto. Soyez prêts pour relaxer. Plusieurs nouveautés vous attendent chez Pavé Concept, dont nos toutes nouvelles porcelaines extérieures. N'oubliez pas de visiter notre super site web transactionnel. Pavé avec un S, concept.ca. Je viens d'en faire mon plancher de cuisine avec des belles grandes tuiles, c'est beau, hein? C'est-tu normal que le coulis craque quand je marche dessus? Ouais, je pense que oui. Pas certain de celle-là. Chez MAPI, nous avons une variété de ciment-colle approuvés pour les dispositifs de nivellement, dont ceux pour les carreaux lourds de grand format. Découvrez la technologie Pixotropique, la science physique des ciments-colle de qualité supérieure. Pour des résultats de pro, pas besoin du beau-frère. Demandez MAPI à votre quincaillier. Découvrez nos produits au mapi.ca, MAPEI.ca. Entrez dans un monde orange et noir. Contrôlez vos travaux lourds. Offrez-vous une machine Doosan avec sa gamme d'excavatrices et chargeurs à haut rendement. Conçue pour ceux qui opèrent vraiment. Chaque machine Doosan est technologique, silencieuse et économe sur le carburant, tout en offrant une ergonomie et une fluidité de mouvement incomparable. Équipement Plan Nord détient l'inventaire pour tous vos types de travaux à partir de 0% au financement. Mais ça risque de partir vite. Doosan, c'est ta machine de réputation planétaire. Disponible chez Équipement Plan Nord. Attention, ce message n'est pas un poisson d'avril de Filtre Plus, mais bel et bien la promo pour fêter nos 40 ans. Et on souligne ça en grand avec une méga promotion sur la nouvelle thermopompe HM 12000 BTU de Mitsubishi électrique. Un rabais instantané de 400 $ de Filtre Plus et ce modèle est admissible à une subvention de 380 $ d'Hydro-Québec. Et comme si c'était passé, Mitsubishi électrique et Filtre Plus vous offrent le financement au besoin. Filtreplus.com, les géants de la climatisation depuis 40 ans. Salut, c'est Carbo. N'attendez pas à l'automne pour faire traiter votre voiture à l'Antirouille Crown. Profitez dès maintenant d'un rabais de 20 $ sur l'Antirouille et de 20 $ sur le traitement contre le calcium. 9 centres dans la grande région. Visitez crown.com pour trouver le centre Crown le plus près de chez vous. Enfin, c'est le printemps. Le moment où l'on sort tranquillement de nos cachettes pour recommencer à vivre et savourer chaque instant. Avec le Piscine, réservez dès aujourd'hui votre place au soleil en choisissant parmi nos centaines de spas en inventaire et disponibles pour livraison dès le début mai. Et pour un temps limité, économisez 1000 $ sur tous les modèles Jacuzzi, la marque de spa la plus réputée au monde. Club Piscine, ça rapproche. Marceau le soir, présenté par les équipements Plan Nord, qui vous offrent les compacts Bobcat, chargeuses, mini-pelles, véhicules de travail bien pensés. Commande maintenant, profite de l'inventaire. Mais ça risque de partir vite. Bobcat, sur plannord.com. 98.1 Québec. Depuis 25 ans. Et pour encore longtemps. À Québec, c'est Radio X. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h17, ce soir, on parle du livre de Christian Page, son tout nouveau bébé à la recherche des reliques saintes, et on vient d'entendre une capsule de la fameuse lance, extrêmement intéressante. Une partie de l'histoire de la lance, effectivement. Ouais. Ben, franchement intéressant. Je veux juste te poser quelques questions par rapport à ton livre, si tu veux bien. Comment? Je joue l'interviewé, tu joues l'intervieweur. Bon, ça va te faire du bien de te taire pendant quelques minutes. Oh! Hey Christian, oui. C'est en 2008 que tu as eu idée de présenter cette idée-là, de te promener à travers le monde à la recherche, tel Indiana Jones, là, de certaines reliques, et tu l'as présenté au Canal Évasion, c'est ça? Ouais, exact. L'idée était venue parce que à ce moment-là, rappelle-toi, on annonçait la sortie du dernier opus de la série de films Indiana Jones. Oui. Donc on nous préparait la sortie du film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.
qui était pas très bon, faut bien l'avouer. Hein. Bon, mais comme on parlait beaucoup de la sortie d'Indiana Jones, et on se rappelle que 2 des opus d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade, évoquaient des reliques saintes. Hein. Dans la première, c'est l'Arche d'Alliance de Moïse, et dans le 3e volet, on parlait de la coupe utilisée par le Christ lors de la dernière scène. Et moi, j'avoue que c'était un sujet qui m'avait toujours intéressé. Cette histoire de reliques, en fait, les reliques saintes, oui. Mais les reliques les plus extraordinaires. Excuse-moi. Bon, on parlait donc des reliques les plus extraordinaires, à savoir l'Arche d'Alliance, la Sainte Lance, tous ces trucs-là. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes étranges et mystérieux, l'un des premiers livres que j'ai lu, et ça va sûrement rappeler des souvenirs à certains auditeurs, c'était dans les années 70, et l'un des premiers livres que j'ai lu était sorti une quinzaine d'années plus tôt, c'était Le Matin des magiciens par Jacques Bergier et Louis Powell, qui est un ouvrage qui a marqué l'histoire des phénomènes étranges et mystérieux, parce que jusqu'aux années 60, jusqu'en 1960, le livre a été publié en 1960, jusqu'à 1960, les phénomènes paranormaux, l'étrange et le mystérieux, et en particulier lorsqu'on parlait d'énigmes historiques, étaient en français, bien sûr, les livres les plus populaires étaient ceux d'un type qui s'appelait Robert Charroux. De son vrai nom, il s'appelait Robert Grugeot. On comprend qu'il a changé de nom d'auteur, là. Robert Charroux. Et ça va sûrement rappeler là aussi des souvenirs à plein d'auditeurs là, de la vieille génération. Robert Charroux avait écrit l'histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans, plein d'ouvrages un peu dans ce type-là. Le problème de Charroux, c'est que c'était un auteur qui écrivait avec un style qui était très hermétique. Donc, il fallait être quelque part un initié de l'occultisme ou de l'ésotérisme pour bien comprendre un peu les liens que faisait Robert Charroux. Et donc, on pourrait presque dire que ça s'adressait à une élite particulière. Lorsqu'arrivent Bergier et Powell avec Le Matin des magiciens, ils écrivent dans un style beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, beaucoup plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Et ça va donner le goût aux gens, à toute une nouvelle génération, de s'intéresser aux phénomènes étranges. Et crois-le ou non, Yannick, c'est à travers cet ouvrage-là qu'on va mettre les bases de cet occultisme nazi qui, dans les faits, n'existe pas vraiment. Oui, il y a des gens, on pourra revenir sur le sujet, oui, il y avait des gens autour de Hitler qui s'intéressaient à l'occultisme, dont notamment Heinrich Himmler. Oui, c'est vrai que si on visite le château de Wewelsburg, ce que j'ai fait, et on voit des photographies dans le livre, c'est vrai que, par exemple, la mosaïque de l'une de ses pièces était constituée de petites tuiles qui reprenaient des runes. C'est vrai qu'au sous-sol, il y avait une pièce où il y avait ce qu'on appelait le soleil noir, parce que Himmler était convaincu que la Terre était creuse et qu'au centre de la Terre, il y avait un soleil qui éclairait un monde intérieur qu'on appelait le soleil noir. Il y a même une photo de moi avec une guide, une spécialiste de l'occultisme nazi qui est avec moi aux côtés de ce soleil noir. Donc oui, il y avait des gens autour d'Hitler qui s'intéressaient à l'occultisme. Il y avait eu tout un mouvement ésotérique et mystique qui s'était développé en Allemagne à partir du début du 20e siècle, dans lequel avait baigné Himmler, Hitler et d'autres individus, mais tous n'adhéraient pas à ces idées. Et lorsque Hitler prend le pouvoir, lorsque les nazis vont utiliser l'imagerie un peu occulte et mystique qui est associée à ça, c'est davantage dans une idée de propagande. Un peu comme ici, par exemple, si tu veux raviver la fibre nationaliste, tu vas ressortir ton vieux drapeau de la résistance, de la révolution, des patriotes, le bonhomme avec la pipe, etc. Ça crée une espèce de sentiment d'appartenance. Donc, dans l'occultisme nazi, lorsqu'on récupérait des symboliques, on les présentait au peuple, et c'est vrai que l'Allemagne, la Germanie, comme on disait à l'époque, la Germanie avait connu un passé qui était excessivement glorieux. Il y avait eu une horde de chevaliers qu'on appelait les chevaliers teutoniques. Himmler lui-même se croyait la réincarnation d'un chevalier teutonique. Donc, quand on voit, par exemple, dans des vieilles images d'archives, on voit, par exemple, des défilés nazis dans les rues de Nuremberg avec des chevaux qui sont habillés avec des armures. On voit des SS qui paradent habillés un peu comme des chevaliers avec des lances, etc.
ça ravivait une fibre nationaliste. Mais de dire que le parti nazi a été construit sur de l'occultisme, c'est tout à fait faux. Hitler s'intéressait pas vraiment à ces questions-là et la plupart des gens autour de lui s'intéressaient pas à ça. Mais c'est Berger et Powell qui vont jeter les bases de ça, qui vont créer en fait cette légende que le parti nazi baignait dans un occultisme constant alors que c'est quelques membres seulement du groupe. Mais néanmoins, et là j'ai fait un très très grand détour, mais pour te dire que c'est un sujet qui m'avait fasciné. J'avais lu Berger et Powell, on parlait de cet occultisme nazi. On avait évoqué cette histoire de lance mystérieuse qui avait fait tant fantasmer Himmler. Ouais. Et là, à travers ça, je me suis intéressé à d'autres reliques, l'Arche d'Alliance, l'Arche de Noé. Oui, je me rappelle je comprends tout ça, mais quand tu l'as proposé au Canal Évasion, tu devais savoir qu'il y avait une certaine complexité à avoir accès à ces reliques-là. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Non, pas du tout. En fait, je lance l'idée. Il y a beaucoup d'idées comme ça que j'ai lancé autour d'une table. Et je me rappelle encore l'idée de cette discussion. On est assis, on discute, et puis à un moment donné, je dis, voilà, il va y avoir Indiana Jones, pourquoi pas se lancer à la recherche des reliques saintes? Et à ce moment-là, je n'imagine pas la complexité du sujet parce que, bien sûr, on connaît plusieurs de ces reliques-là qui sont accessibles. Hein. On se dit, il suffit d'aller à Jérusalem, puis tu vas voir le Saint-Sépulcre. Puis si tu vas à Paris, si tu as un peu de chance, tu y vas le dernier vendredi du mois, ou le premier vendredi du mois, je me rappelle plus trop. Mais c'est la séance la présentation de la Sainte Couronne. Donc, mais à un moment donné, tu te rends compte que l'univers des reliques est beaucoup plus complexe. Hein. C'est des centaines de reliques et certaines d'entre elles ne sont pas accessibles au public. Et faut que je te le dise, on avait demandé l'aide du diocèse de Montréal. Je m'étais adressé au cardinal Turcotte. Puis ça a été un refus catégorique. Donc au départ, on se lance cette idée-là, on s'est dit, très rapidement, quand on a commencé à décanter le problème, on s'est dit, là, on pourra pas rentrer à tel endroit, on pourra pas filmer là. Rien que filmer à Jérusalem, hein. C'est une ville qui est séparée en 4 quartiers et là t'as un problème parce que dans ces 4 quartiers-là, t'as un quartier juif, t'as un quartier chrétien, t'as un quartier copte, t'as un quartier musulman. Donc tu peux pas filmer là. Je dis un quartier copte, c'est un quartier arménien en fait. Et là tu peux pas filmer là sans l'autorisation de ces 4 parties-là. Puis si tu te promènes, tu peux pas aller de A à B, de B à C sans avoir l'autorisation de A, B, C. Écoute, c'est excessivement complexe. Alors là, on se dit, on va demander au diocèse de Montréal, le cardinal Turcotte, qui venait d'être nommé cardinal à ce moment-là, je crois. Et puis, ça a été un refus catégorique. Parce qu'on s'est dit, si on a au moins le cardinal qui prend position en notre faveur, ce sera sûrement plus facile d'entrer dans ces lieux saints. Et on n'a pas réussi. Finalement, crois-le ou non, j'ai lancé comme ça l'idée. On a qu'à demander au Vatican et ça a fonctionné. Attends un peu, t'as demandé au cardinal, il a dit non? Il a dit non, on s'est tourné de bord, on s'est adressé au Vatican et ça a été oui. Donc, le Vatican, comme par exemple, quand on a voulu aller à Jérusalem, qui était notre point de départ, le Vatican nous a donné une autorisation pour, il y avait un bureau du Vatican qui se trouve à Jérusalem. Donc, on s'en va là et l'Institut pontifical Notre-Dame, si de mémoire. Donc, on débarque là, on avait une autorisation du Vatican, on arrive là et là, à partir de là, toutes les portes s'ouvrent. J'ai rencontré un des dirigeants du groupe, c'était le père Eamon Kelly, et le père Eamon Kelly avait des contacts partout dans le monde, pas seulement à Jérusalem, mais partout dans le monde. Et cet individu-là, qui avait une connaissance encyclopédique de l'histoire des reliques, écoute, m'a ouvert toutes les portes, pas seulement des portes à Jérusalem, mais partout dans le monde. Écoute, il suffisait d'avoir une note signée par Eamon Kelly, puis on rentrait n'importe où. Ça a été fabuleux. Sans ça, là, ce projet-là n'aurait jamais abouti à une série télé et je n'aurais jamais colligé toute l'information que j'ai colligée sur le sujet. Donc, on a réussi à faire cette série-là. J'ai été excessivement chanceux, Yannick. Puis, j'arrête pas de le dire. Il y a c'est sûr que les gens diront on fait toujours un peu notre chance, mais ma connaissance de ce sujet-là du paranormal, peu importe dans quelle direction on va, que ce soit ovni, fantôme, les reliques saintes, peu importe,
ma connaissance, elle n'est pas que livresque. Hein. Beaucoup de gens, malheureusement, ne découvriront ces grands mystères que par des livres. Moi, j'ai eu la chance... C'est un coup de chance, c'est toute une série de hasards dans ma vie qui m'ont amené à faire de la télévision, des séries documentaires et qui m'a permis de me rendre dans ces lieux-là. Donc, quand je parle, par exemple, de l'Arche de Noé sur le mont Ararat, j'ai gravi le mont Ararat. J'y suis allé jusque-là. Quand je parle d'une histoire d'OVNI qui s'est produite, par exemple, en Australie, j'y suis allé parce que on faisait un reportage, un documentaire. Donc, on est allé là, puis on a tourné. Et tout ça, comme on dit, aux frais de la princesse. Tu comprends? J'aurais pas eu les moyens de voyager à travers le monde de cette manière-là pour courir après des histoires fantastiques. Donc, ça a été un coup de chance extraordinaire. Ouais. C'est exactement ce qui s'est produit avec les Reliques Saintes. Les Reliques Saintes, ça a été l'épopée la plus extraordinaire de toute mon existence. Écoute, on a fait plus d'une vingtaine de pays, de A à B, de B à C, toujours avec cette lettre d'Edmund Kelly dans mes poches. J'avais les portes ouvertes partout. J'ai vu des reliques extraordinaires qu'on a sorti dans certains cas de voûtes qui ne sont pas accessibles aux gens, où les gens n'ont la possibilité que de voir des photographies ou des copies de la relique, alors que moi, je me retrouvais face à face avec la vraie relique. Dans certains cas, même j'ai pu les tenir dans mes mains. C'était tout à fait fabuleux et on a toujours une position privilégiée, c'est-à-dire que je me rappelle, par exemple, l'histoire du miracle du sang de Saint-Janvier. Donc, pour situer un peu les auditeurs, ça se produit 3 fois par année. On est à Naples, en Italie, et on aurait conservé le sang d'un ancien évêque qui a été décapité au 3e ou 4e siècle. Et ce sang-là, il est gardé dans 2 petites fioles. Une des fioles ne contient que un peu des flocons d'une matière rouge séchée, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. La 2e fiole contient une espèce de... ça semble un peu... Imagine-toi, tu sais, les pods que tu mets dans ta laveuse, dans ta laveuse à vaisselle, là, ça a l'air un peu de pods dans le fond d'une bouteille. Et quand on fait basculer, quand on bouge la bouteille à 3 fois par année, ce qu'on appelle le miracle de Saint-Janvier, ce pod-là, il est comme rouge-noir. Et quand il est solide, un gros caillou solide, et quand on bouge la fiole lors de ces fameuses cérémonies, ça se liquéfie. Donc, certains croient que c'est un miracle. J'ai tout un chapitre qui est consacré à ça, mais rien que pour te dire ça de cette façon-là, lorsqu'il s'est produit, on est arrivé à Naples, on s'était arrangé avec les autorités locales, toujours grâce aux portes ouvertes par Edmund Kelly, on était autorisé à filmer le miracle. Écoute, je pouvais pas avoir une meilleure pierre. J'étais sur scène il y avait le curé qui tenait la fiole dans sa main, qui la basculait devant les fidèles. La cathédrale était remplie à craquer. J'avais le nez collé sur la fiole, tu sais, pendant qu'il la basculait, j'étais juste derrière, puis je la regardais. Je l'avais à 4-5 cm du nez, là. Je la regardais, là, quand elle se liquéfiait. Des situations de cette manière-là qui étaient tout à fait extraordinaires, avec une chance tout à fait inouïe. Et ça a été pareil partout à travers le monde. L'ouverture qu'on a eue et l'accès qu'on a eu à ces reliques était tout simplement fabuleux. Écoute, moi, tu m'as appris plein de choses à travers ce livre-là, à la recherche des reliques saintes, à commencer par l'Arche d'Alliance, que je trouve franchement intéressante comme histoire. C'est la table des lois qui contient les 10 commandements. Ce serait le téléphone du Tout-Puissant. Il y aurait des propriétés militaires à l'Arche d'Alliance. Et c'est Moïse qui l'utilisait. Mais selon toi, je te pose la question pour te mettre un peu dans le pétrin, puis après ça, tu me parleras de l'Arche d'Alliance. Est-ce que Moïse existait? Ça, c'était intéressant parce que c'était aussi un peu le prétexte. Hein. Quand on faisait on était à la recherche de ces objets, ça nous permettait de questionner l'histoire. Et si on prend l'histoire telle qu'elle est rapportée dans la Torah, donc ce qu'on appelle chez nous l'Ancien Testament, donc il y a cette histoire de Moïse, et là on nous dit dans l'Exode que Moïse va libérer les Hébreux du joug égyptien. Il va traverser à gué la mer Rouge par un miracle de Dieu. On a tous en tête le souvenir des 10 commandements avec Charlton Heston et la mer Rouge qui s'ouvre et qui laisse passer les Hébreux alors qu'elle va noyer les armées de Pharaon. Et là, pendant 40 ans, Moïse et 600 000 Hébreux, c'est ce qui nous est rapporté dans l'Exode, vont errer pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, là où se trouve le mont Horeb, où Moïse rencontrait Dieu.
Donc, on s'est posé cette question-là. Est-ce que Moïse a existé? Est-ce qu'il a libéré les Hébreux des Égyptiens? Est-ce que cette communauté-là a erré pendant 40 ans dans le désert? Et malheureusement, ce n'est pas appuyé par des preuves archéologiques. Dans un premier temps, il n'y a absolument aucun texte égyptien qui raconte ça. Et ce n'est pas rien, là. Toute l'épopée de Moïse en Égypte, hein, on parle des plaies d'Égypte, on parle de la libération du peuple hébreu qui était détenu comme esclave, et bien sûr, la mort des armées de Pharaon. Bon, on se dit qu'on aurait dû trouver une tablette quelque part qui aurait raconté ça. Il y a absolument aucune mention du côté égyptien de quoi que ce soit se rapportant à Moïse. Et puis il faut se rappeler, hein, Yannick, que l'histoire de Moïse, elle nous situe, on ne sait pas quel est le pharaon auquel Moïse fait référence. Il nous dit qu'au début de l'Exode, on nous dit qu'il a construit la cité de Ramsès, mais ça ne nous dit pas qu'il travaillait pour Ramsès. Hein? Il dit qu'il travaillait à la construction de la cité, mais est-ce que c'est après Ramsès ou avant Ramsès? Mais on se situe à peu près, on se dit, bon, supposons que c'est Ramsès II, ce qui semble assez évident, parce qu'à toutes les fois où l'Exode nous évoque le pharaon, et on nous donne jamais son nom, on nous dit simplement que c'était les armées de Pharaon, Moïse rencontrait Pharaon, Moïse parlait à Pharaon, mais il nous donne jamais le nom du Pharaon. Mais on suppose, avec plein de logique, que ça devait être Ramsès II ou son successeur. Mais on a absolument, de cette époque, il n'y a absolument aucun papyrus, aucune information, aucune stèle, quoi que ce soit qui parle d'un événement comme celui-là. Ensuite, on a posé la question aux archéologues et aux historiens, est-ce qu'on a la preuve d'une présence importante dans le désert du Sinaï? Parce que bon, tu comprends que 600 000 Hébreux qui vont errer dans le désert du Sinaï, ça va laisser des traces. Or, ce n'est pas appuyé par des découvertes archéologiques. L'archéologie ne supporte pas le récit de l'Exode. Parce que, bon, il faut quand même aussi se rappeler, Yannick, que l'histoire de Moïse, on la situe à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ, alors que les premiers textes écrits datent à peu près de 800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a à peu près là un 400 à 600 ans de tradition orale avant qu'on ait les premiers écrits. Donc, tu comprends, du bouche à oreille, pendant 600 ans, on déforme pas mal les histoires pendant ce temps-là. Ouais. Sur le plan archéologique, ce que les historiens, les archéologues savent, c'est qu'il y a eu des petites communautés qui ont habité de manière plus ou moins permanente le désert du Sinaï. Mais on parle de petites communautés de quelques dizaines d'individus, mais certainement pas un groupe comme les 600 000 Hébreux qui sont dépeints dans l'Exode. Donc, on n'a pas un appui archéologique ou historique qui permettrait de confirmer le récit de l'Exode et l'existence de Moïse. Ça n'exclut pas qu'il y ait pu y avoir, à un moment donné, un chef de clan qui aurait pu diriger une petite communauté du peuple hébreu dans le désert du Sinaï, mais cette vision là presque théâtrale, cinématographique de ce Moïse traversant la mer Rouge avec ses 600 000 Hébreux, ça relève, sur le plan de l'histoire, là, ça relève un peu de la fiction. Mais J'ai adoré ton livre. Tu nous parles de l'Arche d'Alliance, tu nous parles de l'Arche de Noé, comme tu nous as parlé tout à l'heure. Les sandales du Christ, ils ont les sandales du Christ, là, les vraies sandales? Ouais, c'est toujours la grande question. Hein. Est-ce que c'est la vraie patente? Parce que au-delà de questionner l'histoire, on doit aussi questionner la relique. Et il y a un gros problème avec les reliques, c'est que beaucoup d'entre elles n'ont jamais fait l'objet d'une expertise. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la nature de l'objet qui nous est présenté. Et c'est le cas, par exemple, de la Sainte Couronne, hein, qui était jusqu'à l'incendie de 2019, qui était conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui aujourd'hui a été transférée au musée du Louvre. Et on suppose qu'elle retournera à Notre-Dame lorsque la cathédrale sera restaurée. Mais on a l'objet, mais il n'y a jamais eu d'études en dehors des photographies et de l'observation de l'objet lui-même. Ce que l'on peut dire, si on prend la Sainte Couronne, c'est, on voit bien que ce sont des branches qui appartiennent à un type d'arbreruisseau qui existait en Judée, un arbreruisseau épineux, hein, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment la couronne que le Christ portait sur la tête au moment où il est monté au Golgotha? Là, évidemment, tu as
tout un questionnement. Dans un premier temps, on a déjà parlé de cette question-là. Est-ce qu'il y a eu un Jésus historique? Donc, un personnage peut-être moins grand que celui qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, là, qu'on retrouve dans les Évangiles, mais est-ce qu'on a eu un personnage historique? Et là, il n'y a pas unanimité du côté des historiens, même si la grande majorité d'entre eux soutiennent l'existence d'un Jésus historique. Il faut savoir qu'il y a, et on le reconnaît, il y a des voix dissidentes qui disent non, il n'a peut-être jamais existé, il aurait été une création d'un mouvement sectaire au début du 1er ou 2e siècle. Ce qui est tout à fait possible, mais qui n'est pas, il faut quand même le dire, ce n'est pas la position générale que les historiens tiennent. La position générale, c'est il y a eu un Jésus historique. Donc, à partir de là, on a les objets. Maintenant, comment on peut les relier au personnage si le personnage a vécu toutes les aventures, entre guillemets, qui sont rapportées dans les évangiles. Quant aux saintes sandales, elles sont exactement du même acabit. Elles sont peu connues parce que on n'est pas sur le chemin de les reliques les plus connues. Ce sont les reliques qu'on retrouvait sur le chemin des pèlerins qui allaient de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne jusqu'aux Terres Saintes. Donc, on avait plusieurs itinéraires qui étaient suivis par des pèlerins et sur le chemin de ces pèlerinages, il y avait des grandes cathédrales et ces grandes cathédrales se faisaient un devoir d'avoir des reliques parce que, évidemment, si tu as une relique, tu vas attirer les pèlerins et qui dit pèlerin dit des oboles, donc de l'argent. Donc, on attirait, il y a eu tout un commerce des reliques qui s'est développé au Moyen-Âge, qui est assez complexe. Hein? Je sais que les gens qui nous écoutent, certains seront peut-être tentés de dire, c'est ça, c'est tout une affaire pour escroquer le monde. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les politiques des reliques qui vont se développer au Moyen-Âge, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple question d'argent. Mais néanmoins, tout ça pour dire qu'on a ces routes qui mènent aux Terres Saintes, plusieurs itinéraires avec des grandes cathédrales qui ont des reliques, et ces reliques-là, elles vont devenir célèbres à travers le monde chrétien. Les sandales, elles sont à Prüm, en Allemagne, qui ne fait pas partie, qui a fait pendant un temps partie d'un de ces itinéraires, mais qui a été dévié par la ville de Trèves, où on trouve apparemment une tunique qui serait la tunique du Christ. Donc, le manteau extérieur, pas le linge, parce que il y avait plusieurs épaisseurs de manteaux, si je puis dire, et l'habillement de l'époque il y avait une espèce de chemise de corps, imagine-toi un grand t-shirt qui descendrait jusqu'aux genoux, et ensuite par-dessus ça, il y avait une espèce de robe, la robe extérieure, et là parfois il y avait comme un voile ou un autre manteau qui était jeté là-dessus. À Trèves, on a ce que l'on prétend être la robe extérieure, pas la grande camisole que Jésus portait quand on l'a amené au prétoire puis qu'on l'a flagellé, là. Donc quand la Bible nous dit on l'a débarrassé de ses habits puis ensuite on l'a amené au prétoire où il a été flagellé. Bon, donc les habits qu'on lui a enlevés avant la flagellation, il y avait une espèce de grande robe et cette robe, on dit qu'elle est à Trèves. Je l'ai vue. Puis effectivement, ça correspond aux habits qu'on retrouvait au 1er siècle. J'ai eu la chance de voir dans des musées à Jérusalem des vêtements de l'époque du 1er siècle. Et la robe qui est à Trèves, elle est tout à fait de ce type-là. Donc elle pourrait remonter à l'époque du Christ. Mais encore une fois, on n'a pas eu d'analyse très étendue sur le vêtement. Néanmoins, je fais toutes sortes de détours. Le sujet me passionne. Oui, effectivement. Donc, donc, on a changé la route de Trèves, qui est devenue une route, un passage obligé pour les pèlerins qui allaient vers les Terres Saintes. Donc, Prüm va être soudainement, au bénéfice de Trèves, Prüm va être écarté. Et pourtant, les sandales étaient un cadeau du pape, hein, qui avait été donné à Prüm, en fait, du roi qui avait été donné à Prüm. Lui, le roi les tenait du pape. Donc, on donne ça à Prüm dans l'espoir d'attirer les pèlerins. Mais évidemment, l'idée de voir la robe du Christ est tellement impressionnante. Puis c'est vrai que quand on l'a devant soi, c'est impressionnant de se dire quelle est l'histoire de cet objet. Les sandales, j'étais un peu surpris parce que je rentre à Prüm, écoute, et là, il y a tout un cérémonial. Je revois la scène, écoute, on entre dans la cathédrale de Prüm. L'église, ça a été un peu rétrogradé, c'est devenu l'église de Prüm. On entre dans l'église et là, il y a le prêtre qui est là, il nous accueille. Il y a moi, le caméraman, il y a quelques membres avec moi de l'équipe. Et là, on s'approche du reliquaire. Le reliquaire, c'est comme des panneaux, même pas des grands volets sur un mur. Et ils sont fermés. Ils sont ouverts que très occasionnellement lorsqu'il y a des grandes cérémonies, le mariage d'un couple princier ou des trucs comme ça, ou une visite du pape, on va exhiber la relique.
catholique, mais elles ne sont jamais ouvertes, ces portes-là. Donc, il y a tout un cérémoniel, le type nous explique, le prêtre nous explique ce que c'est. Et là, moi, je m'attends, écoute, de toi à moi, là, je veux pas paraître vulgaire, mais... une minute, ouais. Je m'attends à voir des gougounes, tu sais, les gougounes de Jésus. Il ouvre les trucs, et là, ce qu'on voit, c'est un peu comme des souliers qui sont des souliers d'apparat, presque de style asiatique, tu sais, genre un peu pointu. Il te manque une petite clochette au bout de la... Puis, tu te dis, ben là, c'est pas tout à fait à ça que je m'attendais. Et là, j'apprends de la bouche de ce prêtre-là, et j'apprends aussi, il y a eu quand même quelques études qui ont été faites, que il y a des morceaux de cuir dans la semelle de cette chaussure d'apparat qui a été remodifiée au Moyen-Âge. Mais au départ, la semelle, c'était soi-disant la semelle des chaussures de Jésus. Mais c'est pas de ça que ça a l'air. Quand tu le vois, là, tu vois une espèce de bottine d'apparat et tu dis, ben là, c'est pas à ça qu'on s'imagine, c'est pas la gogoune de Jésus, mais c'est en fait la semelle, des morceaux de la semelle, des lanières de cuir, et on les voit bien. Une fois qu'on nous l'explique, quand tu jettes un regard plus soutenu, tu vois qu'effectivement, c'est un amalgame de différents morceaux, et ce sont des morceaux de cuir qui proviendraient des sandales de Jésus. Mais comme on n'a pas d'analyse dessus, on ne peut pas déterminer si ça vient réellement du Moyen-Orient, on peut pas déterminer l'âge, il n'y a jamais eu de datation carbone 14, et même si on avait ces deux éléments-là, même si on pouvait être certain que ça vient du Moyen-Orient, même si on pouvait être certain que ça date de l'époque du Christ, on peut pas les associer à Jésus. Est-ce que c'est réellement la bottine que portait Jésus au moment où il est monté au Golgotha? Ouais. Mais c'est un univers qui était tout à fait facile. Ah, j'en doute pas. C'est un livre, c'est une brique, là, on parle de presque 400 pages. Donc, moi, je le conseille à tout le monde. J'ai appris énormément de choses là-dedans. Un livre de Christian Page à la recherche des reliques saintes, 12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chasseur de vérité. Et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Christian, on va faire une dernière pause, puis on revient pour la conclusion. OK, parfait. Merci. Radio X Files. Radio X. 25 ans, ça se fête. Une présentation de Planète X. En fin de semaine, écoute Légende du rock. Tu pourrais te qualifier pour gagner l'un des certificats de 50 $ de Planète X. Planète X, plaisir ultime, fantaisie et surtout, découverte. Notre mission, trouver le produit le mieux adapté à vos besoins et ce, toujours au meilleur prix sur le marché. Planète X, 25 ans, 6 boutiques sexo-éducatives à Québec. Monplanetx.com. Radio X. Antoine et Matt Taille de Cèdre recrutent pour la saison. Viens travailler au soleil tout l'été avec une jeune équipe dynamique, un salaire allant jusqu'à 30 $ de l'heure et un bonus de 1500 $ en fin de saison. Contactez-nous au 88 717 65 97 ou à antoineetmatt@gmail.com. Bilodeau Auto de Sainte-Anne-de-Beaupré devient JD Chevrolet Buick GMC et c'est la 5e adresse du groupe JD sur le boulevard Sainte-Anne. Ici Pierre Tremblay, président du groupe JD. Venez sur la côte de Beaupré vivre une expérience client hors du commun grâce à notre approche boutique à l'opposé des méga surfaces de l'automobile. Bienvenue chez JD Jeep Ram, JD Mitsubishi, JD Occasion, Alfa Romeo de Québec et, bien sûr, JD Chevrolet Buick GMC. Le groupe JD, une équipe, une famille. Au printemps, on tond le gazon. Pour un temps limité, obtenez une tondeuse à rayon de braquage nul Z200 de Kubota pour 145 $ par mois avec un financement de 36 mois. Tondez rapidement en tout confort. Visitez votre concessionnaire Kubota pour les détails. C'est le printemps et le beau temps, ça donne soif. Mes amis du Cosmos ont compris ça. Avec leur nouvelle promo du jeudi soir, à l'achat d'un pichet, on vous donne un nacho gratuit. Que ce soit un pichet de bière sangria au mojito, vous obtiendrez un nacho du Cosmos gratuit. Détail sur lecosmos.com. Réservez d'avance votre date d'installation avec expert.ca. Pour profiter de la marque Daikin, la meilleure thermopompe au monde, il n'y a jamais eu un meilleur moment. Actuellement, en plus des subventions jusqu'à 5 000 $, obtenez jusqu'à 1 150 $ de rabais sur certains produits ou 12 mois sans paiement ni intérêt. Pourquoi attendre? Faites comme moi, appelez les meilleurs. Pour les détails, expert.ca. 88 847 8000. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Les aubaines du printemps sont commencées chez Sport Expert et Atmosphère. Jusqu'au 26 avril, profitez de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de produits. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca. Cherchez un
un emploi, c'est jamais facile. Dans mon cas, j'ai postulé à des tonnes d'annonces en ligne. C'est là que j'ai décidé de contacter Randstad. Quand j'ai rencontré ma recruteuse, j'ai vraiment senti qu'elle comprenait qui j'étais puis ce que je cherchais. Plus besoin de chercher. Allez sur randstad.ca/mon emploi. Enfin, c'est le printemps. Le moment où l'on sort tranquillement de nos cachettes pour recommencer à vivre et savourer chaque instant. Avec le Piscine, réservez dès aujourd'hui votre place au soleil en vous équipant d'un barbecue parmi les plus grandes marques. Royal King, Napoléon, Kamado Joe. Et pour un temps limité, profitez d'un rabais imbattable de 90$ sur le barbecue Grill Pro 4 brûleurs à seulement 279,99$. Club Piscine, ça rapproche. Pavé Concept, c'est le plus grand centre de produits d'aménagement paysager. C'est beau, c'est grand, il y a beaucoup de choix de produits Permaconte, EcoBlock et Rockville. Le printemps est arrivé, c'est le temps d'aménager votre extérieur. Installez du gazon, faites des trottoirs, patios, entrées d'auto. Soyez prêts pour relaxer. Plusieurs nouveautés vous attendent chez Pavé Concept, dont nos toutes nouvelles porcelaines extérieures. N'oubliez pas de visiter notre super site web transactionnel. Pavé avec un S, concept.ca. C'est l'expert de l'auto. Mazda 3 2015 en montant, ça c'est un bon char. Puis c'est aussi l'expert de ben des affaires. C'est vraiment l'année 2020 où il y a eu le moins de divorces au Canada. Oh, ouais. Tous les dimanches avec Robbie et le lundi dans Wallet en direct. Yeah. Frenette Bicyclette fait peau neuve. Dès le 4 avril, retrouvez-nous dans un tout nouveau décor à notre magasin de Saint-Raymond. Institution dans Port-Neuf depuis près de 50 ans, Frenette Bicyclette continuera de servir les familles en leur offrant des vélos de toutes sortes. Frenette Bicyclette, un incontournable à Saint-Raymond. Si tu trouves que les magasins meubles RD sont pas super beaux, ben dis-toi ben une chose. Si le meuble est beau chez nous, je te jure, man, il va être beau chez toi. Jusqu'au lundi de Pâques, on paie les 2 taxes sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD, 34 magasins partout au Québec. Des meubles de qualité à prix inégalé. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com, les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 19h50, dernier segment de Radio X-Files en ce vendredi 15 avril. Christian, tu voulais revenir un petit peu sur des propos du livre. Oui, à propos du livre, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Le livre, comme tu l'as mentionné, c'est À la recherche des reliques saintes. Cet ouvrage-là est un ouvrage essentiellement à caractère historique et archéologique. Donc, jamais on aborde la question de la religion là-dedans. La seule chose qui nous a guidés, qui m'a guidé lorsque j'ai fait à la fois la série télé, colliger l'information, écrit le livre, c'était essentiellement l'aspect historique de la chose. Jamais je ne me prononce sur est-ce que les fidèles ont raison de croire ou de pas croire. Ça, pour moi, c'est une dynamique dans laquelle je n'ai pas embarqué. Je me suis limité essentiellement aux données historiques et archéologiques. C'était la démarche qui m'a guidé tout au long de ce travail. Donc ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, ben écoute, j'ai vu le temps passer et je me suis dit, Colin, je te place dans une situation un peu difficile, parce que quand tu me lances sur des trucs comme ça, je suis tellement passionné que je vois pas le temps passer. Fait qu'écoute, je trouve que t'as été très gentil de me laisser aller de cette manière-là, parce que à un moment donné, je regarde, puis là, j'ai placé Yannick dans une situation difficile. Il y a pas de problème. Ton livre, jusqu'à maintenant, les ventes, est-ce que tu es au courant? Comment ça se passe? Oui, écoute, au registre des grandes librairies, c'est l'un des ouvrages les mieux vendus. Et chez Renaud-Bré, pour ne nommer celle-là, le livre se classe en 2e place derrière le roman d'Hillary Clinton. Ah. Donc, je ne suis battu que par l'ancienne première dame. Tu sais, fait que c'est pas si pire quand même. Non, c'est ça. Ça se glisse bien dans une conversation. Oui, c'est ça. Fait que donc, non, je suis très, très content. Puis j'espère que les gens qui liront le livre seront tout aussi contents de le lire et vont découvrir plein d'éléments parce que c'est une histoire. C'est l'histoire qui a créé le monde occidental. On oublie souvent parce que
c'est vrai qu'il y a eu tellement de scandales avec la religion, tout ça, on a tendance à oublier à quel point l'histoire de la Bible en général a été un peu la base du monde occidental. Ça a donné lieu aux plus grands chefs-d'œuvre musicaux de l'art, et il y a tout un monde qui s'est développé. Notre monde occidental s'est développé à travers ça, et on peut pas imaginer toutes les ramifications qu'il y a à gauche et à droite autour de ça. Christian, je te souhaite à toi ainsi qu'aux auditeurs de jouer une joyeuse Pâques. Ben, toi aussi, Yannick. Bye bye. À la prochaine. OK. À la prochaine, la semaine prochaine. Bye bye. Radio X Files. Radio X. Tes armoires, tu peux plus rien mettre dedans. Chérie, c'est parce qu'il n'y a plus de place, là. Pousse, ça va rentrer. Non. On est dû. T'es dû pour une AD+. C'est fou ce qu'on peut faire avec ton budget. Sur Amel à Québec, aussi à Lévis et Sainte-Marie. ArmoireAD+.com. Amateurs de moto, 4 roues ou côte à côte, passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR cargo au Québec. Vente ou achat avec le service signé JP Quentin du groupe VR 185. Action VR, chemin Filteau Saint-Nicolas ou actionvr.ca. Entrez dans un monde orange et noir. Contrôlez vos travaux lourds. Offrez-vous une machine Doosan avec sa gamme d'excavatrices et chargeurs à haut rendement. Conçue pour ceux qui opèrent vraiment. Chaque machine Doosan est technologique, silencieuse et économe sur le carburant, tout en offrant une ergonomie et une fluidité de mouvement incomparables. Équipement Plan Nord détient l'inventaire pour tous vos types de travaux à partir de 0% au financement. Mais ça risque de partir vite. Doosan, c'est ta machine de réputation planétaire. Disponible chez Équipement Plan Nord. Quelle fierté de vous parler de l'expansion du golf La Tempête. Le spectaculaire premier 9 trous de ce grand projet est maintenant ouvert aux membres et à leurs invités. Et la construction du nouveau parcours se continue. Faites vite, seulement quelques places sont encore disponibles en vue de l'ouverture du 36 trous. Réservez votre membership dès maintenant et profitez du tarif actuel sur le droit d'entrée. Pour tous les détails, mais surtout pour jouer et devenir membre de La Tempête, visitez golflatempête.com. Enfin, c'est le printemps. Le moment où l'on sort tranquillement de nos cachettes pour recommencer à vivre et savourer chaque instant. Avec le Piscine, réservez dès aujourd'hui votre place au soleil en vous offrant une piscine en fibre de verre Mova. Fabriquée entièrement au Québec. Installation en une seule journée. Une garantie de 25 ans. De plus, vous économiserez 3 000 $ à l'achat de votre modèle Mova, exclusif à Club Piscine. Club Piscine, ça rapproche. Les aubaines du printemps sont commencées chez Sport Expert et Atmosphère. Jusqu'au 26 avril, profitez de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de produits. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca. Vous aimeriez faire une différence réelle dans la vie des gens? Devenez conductrice ou conducteur de camion grâce au Centre de formation en transport de Charlesbourg qui vous offre son DEP en transport par camion. Une formation gratuite de 4 mois et demi seulement et plus de 125 camions pour vous exercer. Inscrivez-vous et devenez essentiel. Des formations débutent chaque mois. Visitez le cftc.qc.ca pour débuter votre nouvelle carrière. cftc.qc.ca. Pièces d'auto économique, c'est la place 100% locale pour avoir du choix, de la qualité et un service reconnu. Tout ça avec un seul propriétaire de Québec. Pour un temps limité, obtenez 15% de rabais sur les plaquettes de freins céramiques Tech, reconnues pour leur rapport qualité-prix et leur fiabilité. Profitez aussi de 15% sur les disques de frein Genius avec revêtement E-Coat et sur les essuie-glaces de première qualité Rain-X Quantum. Pièces d'auto économique, la place la moins chère pour les pièces automobiles avec 7 magasins. Pièces économiques avec un S.com. Marceau le soir, présenté par les équipements Plan Nord, qui vous offrent les compacts Bobcat, chargeuses, mini-pelles, véhicules de travail bien pensés. Commande maintenant, profite de l'inventaire. Mais ça risque de partir vite. Bobcat, sur plannord.com. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Vous nous connaissez bien, nous sommes les pros du RAM. C'est pas simple, il y a plus de 60 000 combinaisons possibles. Mais je suis pas un pro de la radio. Lui, par contre, c'en est tout un. Hey, merci! Chez nous, chez Painton Chrysler, on s'occupe de vous. Oui, on s'occupe de vous pour choisir, entretenir, chérir votre véhicule. Painton Chrysler, membre du groupe Auto-Québec, où on s'occupe de vous, pas ailleurs. Lévis Chrysler, Steph. Pas Painton Chrysler. Lévis Chrysler. Vous commencez pas à être tanné de pas dormir la nuit à cause de vos problèmes de dette? Appelez-nous. Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité,
525-4641. GoSyndic-Leblond.com. Chef de file de l'électroménager haut de gamme, Signature Bachand offre la plus vaste sélection d'appareils sur le marché avec des marques de confiance, performantes et raffinées. Nos conseillers vous appuieront avec les recommandations les plus judicieuses pour vous aider à réaliser la cuisine dont vous rêvez. Jusqu'au 30 avril, profitez de l'événement taxe incluse sur les électroménagers de marque Sub-Zero, Wolf et Cove. Détails et conditions au 6700 boulevard Pierre-Bertrand ou au signaturebachand.com. Si votre véhicule n'est plus couvert par une garantie, Lévy Ford retire 10% sur vos réparations mécaniques. Peu importe si votre véhicule parle Ford ou allemand, japonais ou coréen, les Ford de Lévy donnent toujours leurs 110% et des points Ford Pass. Ça, c'est garanti. Vous aimeriez faire une différence réelle dans la vie des gens? Devenez conductrice ou conducteur de camion grâce au Centre de formation en transport de Charlebourg qui vous offre son DEP en transport par camion. Une formation gratuite de 4 mois et demi seulement et plus de 125 camions pour vous exercer. Inscrivez-vous et devenez essentiel. Des formations débutent chaque mois. Visitez le cftc.qc.ca pour débuter votre nouvelle carrière. cftc.qc.ca. Métro, c'est l'épicier des premiers en été. Comme ceux qui profitent vraiment de la longue fin de semaine de Pâques. Des premiers à faire une chasse au coco dans la cour, des premiers à manger du chocolat à n'en plus finir et des premiers à cuisiner un gros rôti de côte, peu importe le nombre d'invités. Cette semaine, les casseaux de fraises sont à 2,77 $, les œufs blancs calibre gros sont à 1,97 $ la douzaine et le rôti de côte est à 7,99 $ la livre. Parce que l'été goûte bon ici, on le savoure en premier chez Métro, mon épicier. Certaines conditions s'appliquent, détails sur métro.ca. Je l'aime, ma minoune. C'est pour ça que je vais au meilleur endroit pour l'achat de mes pièces automobiles. Chez Nordic, des pièces de haute qualité et toujours à bas prix. Avec eux, c'est winner. Nordic, 2 adresses. 1er avenue et 9111 Henri Bourassa, Charlebourg. Nordic.com. Frenette Bicyclette fait peau neuve. Dès le 4 avril, retrouvez-nous dans un tout nouveau décor à notre magasin de Saint-Raymond. Institution dans Port-Neuf depuis près de 50 ans, Frenette Bicyclette continuera de servir les familles en leur offrant des vélos de toutes sortes. Frenette Bicyclette, un incontournable à Saint-Raymond. Il y a tellement de Saint-Lambert au Québec. Saint-Lambert en Abitibi, il y a un autre Saint-Lambert en Montérégie, il y a Saint-Lambert de Lauson. Peu importe, tant que t'es au Québec, Airfortin.com, c'est votre acheteur. Peu importe la grosseur de votre bloc, votre acheteur, c'est Airfortin.com. Un bloc, un terrain, une maison, un immeuble, peu importe où dans la province de Québec, Airfortin.com, lui, il va l'acheter. Il achète sans garantie légale et il paye cash. Allez maintenant sur Airfortin.com. Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Salut, c'est PA Méthode. Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, avant d'annoncer leurs spéciaux à la radio, ils me les font toujours approuver. Et celui-là, j'ai dit oui. Ça aurait été dur de dire non. Une offre comme celle-là, ça ne se refuse pas. Louez le Kicks 2022 pour 24 mois à seulement 62 $ par semaine. Venez donc l'essayer. C'est sûr que le Kicks à 62 $ par semaine, vous autres aussi, vous allez dire oui. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. À compte exigé de 1 495 $.